Pour le programme, on va faire en premier La Belle et le Clochard, suivi de Togo, Timmy Fowler, et on finira par le film de propagande. Oh. Il va falloir se calmer, hein. Ah bah pauvre Victoire, ça va être compliqué pour toi là. Voilà. Pour les intros, Thierry, j'avais pensé à Certains l'aiment au chaud, l'émission qui va au fond pour trouver un Mickey. Mais je sais pas, je sais que ça plaira aux enfants, mais sinon j'avais l'émission qui s'auto-remake en live action à la maison aussi. C'est pas mal aussi ça. Pas mal. Mais j'en ai une troisième, je pense qu'elle sera mieux. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au chaud. L'émission qui ne criera pas libéré délivré le 11 mai, car les cinés seront toujours fermés. Salut Thierry. Salut Thomas. Avec nous comme chaque semaine, l'équipe de Claque. Sa voix envoûte tout le monde, même K, le serpent du livre de la jungle. Salut Hera. Bonjour à tous. Dans le remake du Roi Lion, c'est elle qui doublait les hyènes. Salut Yassa. Ça commence bien, salut. Et enfin, il vit dans un appartement de 10 mètres carrés avec un véritable ours polaire. Salut Marwan. Salut. Et l'ours polaire, il est mort ou Bah, en fait, il est muet, donc il vous a dit bonjour en langue des signes. Mais par contre, c'est comme ça. vous pouvez pas le voir, bah... Et il est bien éduqué, lui. Il ne tapera pas contre la table. J'espère pour lui, hein. Cette semaine, nous ne parlerons pas de Tout simplement noir, ni d'Affamé, et encore moins de Forte. Même si Amazon a racheté ce dernier pour bien la chronologie des médias. Mais au lieu de ça, nous parlerons d'une petite plateforme familiale, d'une petite entreprise qui se lance. Amis des animaux et des souris en particulier. Faut-il la présenter ? Elle est sortie en ce début de mois d'avril après un petit report. C'est Disney+, vous l'avez deviné. Ouais. Il y en a qui sont contents, voilà. Et nous ne serons pas seuls pour en parler, car nous avons de formidables invités. Nous avons avec nous celle qui aurait pu jouer toutes les princesses à la fois, mais elle préfère faire du podcast, et on la comprend. C'est Victoire, de Adapte-moi si tu peux et Chronique Disney. En toute simplicité. Merci. Bienvenue. Salut. Plutôt. Salut à toi, bienvenue dans l'émission. Re-bienvenue, parce que maintenant il y a ton rond de serviette, hein. Dans À mon nom, ouais. À ton nom et tout, brodé, bien sûr, en lettres d'or, comme toutes les princesses, évidemment. Forcément. Ralph II nous l'a appris, dans la vie de chaque princesse, il y a un homme grand et fort. Et c'est Hugo. On a eu 2 invités Salut. pour le prix d'un. Salut Hugo. Un vrai prince Disney. Ah, je suis pas encore sûr de la correspondance physique, mais bon, j'y travaille. Et notre prince, lui aussi, quand on lui a dit quel est ton Disney préféré, il nous a dit celle qui, et il n'a pas fini sa phrase. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Nicolas du podcast série Celle qui. Salut à tous, chers invités et chers amis aussi. C'est la 5e semaine de confinement et on nous a annoncé il y a pas longtemps qu'on sortirait dans un mois. Ça va, pas trop dur ? Bah quand t'apprendras dans un mois qu'on sort toujours pas, on dira toujours bien. Ouais, c'est surtout ça. Je préfère pas penser à une date précise, en fait. Voilà. On se dit peut-être un jour ça reprendra. Voilà, bah, moi pour l'instant on est bon sur les réserves de plateformes de VOD, donc j'ai encore des émissions, ça va. Oui, moi ça va. C'est C'est bon, t'es quand j'en rassuré. aurai plus, je vais commencer à paniquer. Tu peux encore vivre des années comme ça. Et Voilà. puis tu sais, Et Disney ça Plus va continuer à sortir de nouveaux contenus, hein. Chouette. Si tu veux refaire d'autres émissions. J'espère qu'ils seront aussi bien que ceux dont on va parler. Comme d'habitude, on va parler de la plateforme, également des films originaux, quand il y en a de la plateforme. Alors là, la plateforme vient d'ouvrir, donc il n'y en a pas des masses non plus, même si elle est depuis 5 mois sortie aux États-Unis. Disney, c'est quand même un peu particulier. C'était très attendu parce que Disney, c'est une armada. Un catalogue, alors les catalogues des classiques Disney, les catalogues Pixar aussi également, Marvel aussi, Star Wars, National Geographic et le catalogue de Fox dont le nom a été effacé à cause de l'image de la chaîne à polémique, on va dire. La plateforme a déclaré 50 millions d'abonnés en 5 mois, alors qu'il tablait sur du 60 millions d'abonnés d'ici 2024. On peut dire que ça marche bien. Ils s'en sortent bien. Ouais. Et encore, il y a des pays dans lesquels ils sont pas encore sortis. C'est ça. Et c'était 5 millions de téléchargements
le premier jour de la sortie en Europe. Alors les téléchargements, c'est pas forcément les abonnements, parce qu'il y a les comptes gratuits, on peut partager les comptes, mais quand même, ça montre un peu l'engouement, l'attente de Disney+. Ouais, la question que j'allais poser, c'est parmi les 50 millions qu'ils ont annoncés, est-ce que c'est 50 millions qui sont restés après l'offre d'essai ou pas? Parce que c'est quand même important de bien séparer les deux. C'est vrai. 50 millions d'abonnés payants. Mais par contre, il y a eu Oui. une info qui disait qu'il y a eu une baisse significative tout juste après la fin de la série The Mandalorian. Ah. Donc il peut y avoir des pics quand des séries attendues sortent, et puis à l'inverse des chutes quand elles ne sont plus d'actualité. C'est ça, c'est pour ça que des grosses plateformes comme Netflix sortent des nouveautés en permanence, parce que les abonnés sont volatiles. T'as les mecs qui veulent payer qu'un abonnement à la fois, quoi. Est-ce que vous attendiez Disney+, vous? Oui, bien sûr. Fait Victoire, évidemment. Oui, moi je suis au taquet. Hein. Moi, ça fait hyper longtemps que je l'attends. Ouais. Hugo, peut-être un peu moins. Ouais, un petit peu pour les trucs du matin, quoi. Mais Pour les dessins animés avec le les café, séries, ouais, les séries dessins animés que je pouvais pas regarder quand j'étais petit parce que j'avais pas Disney Channel, par exemple. Mhm. Nicolas, toi, sinon, tu vois, tu découvres Disney, toi. Ouais, moi j'ai une très mauvaise culture Disney et c'est vrai que du coup pour le coup ça me donne l'occasion un peu de rattraper tous ces Disney. C'est une bonne chose. Très bonne chose. Excellente chose. Il n'est jamais trop tard pour découvrir les grands classiques. Parce que Disney aussi a des classiques. Ce n'est pas que des téléfilms Disney Channel, C'est vrai. rappelons-le. Et des remakes live. Bon, je me tourne vers l'équipe. Vous, est-ce que vous l'attendiez, ce Disney+? Oh, absolument pas. Si, toi, tu l'attendais au tournant. Ah, moi je l'attendais au tournant, ouais, c'est ça. Avec une batte de alors baseball. après, en fait, tout en reconnaissant que au-delà du fait que bon, j'ai un énorme problème avec cette plateforme et je pense qu'on y viendra plus tard, et le fait qu'elle existe m'agace énormément, mais il est vrai que en soi, quand on parle de Disney au sens les anciens films Disney, le catalogue et la manne et le coffre au trésor qu'ils ont ouvert, parce que c'est quand même pas. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'ils font 36 000 films par an. En réalité, ils en ont toujours produit au taquet, qui sont pas tous très bons, mais ils ont une force de production tout le temps. Et là, absolument tout est disponible. On va pas redécouvrir que du bon, mais c'est vrai que ils ont un catalogue de gros malades dès le début. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs pas beaucoup d'originaux. Et puis ça permet aussi de redécouvrir certains vieux films d'animation en HD aussi, remasterisés, des choses parfois introuvables en DVD. L'animation, je te suis. Pour moi, c'est entre l'animation Disney, il y a vraiment deux Disney pour moi. Je pense que c'est pour ça qu'on y viendra beaucoup plus tard. Moi, c'est quelque chose qui m'agace que ça arrive et que ça atomise tout. D'un autre côté, c'est une stratégie aussi. C'est normal que la boîte propose ça. C'est dans l'air du temps, donc je comprends. Donc c'est pas quelque chose que j'attendais. Je suis pas mécontent d'être allé découvrir ça et d'avoir vu comment ça fonctionnait, quoi. Et tu t'es désabonné là ou pas? Non, j'attends que ça. Mais vu que tout le monde s'est servi de mon compte pour regarder les films, j'attendais que tout le monde les ait vus. Attends encore un peu, j'ai pas vu tous les Mickey. Bon, bref. Tu as jusqu'à jeudi soir maximum, Thomas. 24 heures. Très bien. Je vais rusher Vaiana demain matin. Ah, tu peux. Les filles, Hera, Yassa. Rien à cirer. Très bien. Pourtant, toi, t'as un compte, toi. Et c'est pas une offre d'essai. Oui, parce qu'on me l'a filé, parce que pour plein de raisons, j'ai autour de moi des gens qui travaillent chez Disney ou des gens qui sont fans de Disney qui m'ont dit « Oh, je te fais un compte » sans vraiment me demander mon avis, donc c'était très pratique pour le podcast. Avec la voix de Mickey et tout, pour te dire à quel point ils sont corporate. C'est dingue. Ah bah alors là on est au top, mais j'ai rarement... Enfin, je pense qu'il y a des trucs qui vraiment n'attirent aucun intérêt chez moi dans le monde du cinéma, et ça comporte Disney, Marvel et autres... Voilà, Star Wars, etc., c'est vraiment pas ma cam, donc non, j'attendais pas. Yassa. Bah en fait, moi c'est juste que je vais piocher mes sources de films un petit peu partout, donc Disney+, pour moi, c'est pas forcément la plateforme que j'attendais. J'ai pas attendu Disney+, pour aller voir les films que je voulais voir, quoi. Donc que ce soit là ou pas... ça ne change pas grand-chose pour moi. Ok, Marwan. J'étais pas dans une attente incroyable, mais je pense que je me le prendrai bien dans quelques mois, juste pour redécouvrir des films et puis découvrir ce qu'ils peuvent proposer, parce qu'il y a quand même des courts-métrages, des vieux films d'animation de Mickey et tout, donc pourquoi pas en réalité. Tout dépend de mon intérêt sur le moment, quoi. Gros catalogue Disney, on le dit, on le rappelle. Disney a annoncé 1000 titres à la sortie. Quand même pas mal. En fait, c'est plutôt 500 films et 150 séries, mais c'est quand même un gros catalogue également. J'arrive pas à savoir ce que ça représente par rapport à Netflix, par exemple. Je sais pas combien Netflix ça... Alors, Netflix, d'après Numérama, ils ont 3000 références.
La différence, c'est que Netflix, parfois, ils perdent les droits de certaines séries ou certains films. C'est ça. Alors que Disney, on peut supposer que tout ce qui est sur la plateforme, c'est acquis pour toujours. Ouais, c'est leur catalogue. C'est ça. Une fois que c'est à eux, c'est à eux. Bah après, il va falloir voir aussi comment ils fonctionnent avec leur plateforme complémentaire, là. Oui, alors parce que Hulu. la Disney+, Ouais. c'est la partie familiale de l'iceberg. Aux États-Unis, Disney n'a pas qu'une seule plateforme. Ils ont aussi Hulu pour tout ce qui est adulte et ils ont ESPN pour le sport. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose problème parfois aux États-Unis, et du coup chez nous, parce que le côté de Disney+, c'est le côté très lisse, puisque c'est destiné à être très familial, et ça pose quelques soucis, notamment sur le contenu. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu quelques... On va y venir, ouais. T'inquiète pas que on y viendra. Il y a eu quelques scandales sur le lissage, sur quelques censures qui auraient été faites, Ouais. et même sur les censures à l'écriture des contenus. Par exemple, il y avait Hilary Duff qui avait poussé un coup de gueule parce que sa série Lizzie McGuire devait reprendre. Elle a grandi. Et du coup, les thématiques sont pas les mêmes. Et elle aurait préféré que sa série soit diffusée sur Hulu pour pouvoir parler de trucs plus matures, plus adultes. De cul, hein, tout simplement. Mais moi, je suis familial aussi, je ne dis pas ce genre de choses. Non, mais oui, mais c'est la vérité. C'est que le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils préfèrent montrer des gros guns, typiquement, qu'une paire de fesses. C'est ça. Alors que nous, on est plutôt paire de fesses quand même. Exactement. C'est ça. Et les trucs les plus violents, enfin, les plus adultes, on va dire, sur la plateforme famille, sur la plateforme Disney+, c'est tout ce qui est Marvel, qui est PG-13, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans. Mais en Oui, bah, fait, le public c'est de là où Marvel ça en pose un cinéma. gros souci, c'est pas tant dans leurs contenus originaux, parce que ça, à la limite, même dans les séries déjà existantes qui n'évoluent pas comme celles que tu cites, ils font ce qu'ils veulent, ça a pas encore été créé. Au pire, les gens finiront par se rendre compte que quand même ça commence à tourner autour des mêmes choses, ils s'en plaindront ou pas, hein, soit ils accepteront de consommer ça. Là où ça pose vraiment un problème, c'est sur le contenu déjà existant qui se fait lisser, parce que là c'est du révisionnisme artistique, et ça devrait juste être totalement illégal en fait. Et s'ils sont pas d'accord par ce contenu-là, bah qu'ils le mettent pas et qu'ils le proposent ailleurs. Mais ils devraient pas avoir le droit de modifier des trucs, de censurer des passages, de juste retirer des Rappelons que passages. Disney n'est pas le premier à faire ça. Hein. George Lucas Ah non, faisait non, bien déjà sûr ça que dans non. les années 80. Bien sûr que non, je suis d'accord avec toi. Mais là, ils ont tendance à le faire vraiment en masse. Et bon, en même temps, oui, la seule raison pour laquelle aujourd'hui on gueule beaucoup plus, c'est parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on le sait beaucoup plus On facilement. peut voir les vieilles versions, ouais. Voilà. Alors après, sur les censures que j'ai vues, par exemple, j'avais vu passer le truc sur Fantasia, mais Fantasia, c'était une censure qui datait d'avant Disney+. Enfin, c'était pas une censure, c'était un remontage du film, parce qu'il y a eu plusieurs remontages de Fantasia, et on parlait de centaures noirs notamment, et c'était sur des représentations culturelles. Donc ne pas reproduire des représentations racistes de l'époque, est-ce que c'est vraiment un mal complètement sur des trucs qui ont été faits avant Disney+, qui dépendent pas de la Oui, plateforme. mais c'est comme le cas avec le film Mélodie du Sud, qui date des C'est années ça. 40, il me semble, et en fait qui était indisponible à la vente en physique depuis des années, justement Mhm. parce qu'il pose problème en termes de représentation. C'est Donc ça. il y avait déjà une censure qui existait avant Disney+. Bah, surtout qu'ils l'ont pas mis, et c'est le seul qu'ils ont pas mis d'ailleurs. Oui, ils l'ont pas mis, oui. Après, Mélodie Oui, du Sud, c'est un oui. cas d'école parce qu'il était déjà considéré comme raciste à sa sortie. C'est le seul d'ailleurs. Ouais. C'était Il a Mélodie toujours du été Sud. problématique. En 46, ça a fait un énorme tollé. Mais tu vois, mais c'est pareil. Je suis pas d'accord. Pour moi, ils devraient le mettre. Et à la limite, avec leur avertissement, ils ont mis des avertissements partout en mode ça représente des trucs obsolètes. Enfin, moi, ça m'a trop fait marrer. Mais d'un autre côté, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ne modifiez pas les films dans ce cas. Mais alors, là justement, le film n'est pas modifié, n'est juste pas mis, et les censures sont telles que les éditions sont telles qu'elles sont. C'est-à-dire que moi, j'ai pas regardé les Star Wars encore, mais j'imagine que c'est pas les versions d'origine non plus. Ah non, Non. ça doit être les Il y a- versions actualisées. Il y a Voilà. aucune Non, mais- presque et puis- version d'origine Puis qui est c'est une retrouvable. plateforme familiale, c'est-à-dire que l'objectif c'est tu mets tes gamins devant Disney+, et t'es pas censé avoir des problèmes. Donc je pense que l'objectif c'est de rester très lisse justement pour pas choquer les gamins, pour pas choquer les Ah, bien parents sûr. et pas avoir de problème avec, on les gamins. On préférerait qu'ils mettent pas les films plutôt qu'ils Voilà. les changent. Genre Dans là, ce le cas, Splash, soyez le plus cul sélectifs qu'ils sur le ont catalogue. masqué sur Splash, c'est ridicule. Soit vous mettez pas le film, Mm. ou soit vous laissez un cul, mais vous mettez pas espèce de fourrure dégueulasse. Enfin, moi, il y a vraiment un problème là-dessus où, pour du puritanisme, on va retoquer certains films pour justement ne pas choquer, mais dans ce cas-là, bah, tu choques pas et tu mets ça surtout sur Hulu. quand le propos, en plus, ce qui est encore plus ironique là-dessus, je sais pas si tu vois ce que c'était l'histoire exacte de Splash, mais c'est un film qui est produit par Disney initialement. Disney avait créé la firme Touchstone, qui est donc une firme annexe de Disney, pour pouvoir mettre les films qui leur posaient problème. Genre dès l'instant que ça allait être un peu ordurier, un peu violent, avec du cul ou quoi que ce soit, et pof, c'était Disney qui produisait via Touchstone. Comme ça, ils mettaient pas leur nom, ça passait nickel. Donc là, en fait, c'est quand même des trucs Comme qui sont l'étrange acceptés de Noël de produire, Monsieur quoi. Jack. Voilà. Donc c'est des trucs qui leur posaient déjà problème à l'époque, mais qu'ils ont accepté de produire sans problème. C'est juste que là, ils savent qu'ils vont devoir rendre des comptes. Mais à ce moment-là, qu'ils Rappelons mettent le sur cas Hulu, de quoi. Splash, vite fait, parce que les gens sont peut-être pas forcément au courant.
Ouais, bien sûr, vas-y. C'est un film de 84 avec Tom Hanks, me semble-t-il, et il y a une fille qui court nue sur la plage. Ouais, c'est Daryl Hannah, on va quand même lui rendre honneur avec son nom. Voilà, donc une actrice à poil sur la plage et on voyait vite fait ses fesses alors qu'elle avait les cheveux devant. Mais c'est surtout qu'en plus c'était le but de la scène, parce qu'en fait c'est une sirène qui vit sur Terre du coup et qui connaît pas les habitudes des humains. Donc le but c'était de montrer qu'elle avait pas de pudeur, qu'elle connaissait pas ce concept, parce que c'est humain et qu'elle est une sirène. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens de masquer, puisque ça change le propos initial en fait. En effet. Rappelons que c'est pas les seuls à faire ça, parce qu'il y avait, je me souviens, sur Retour vers le futur, une polémique sur Netflix. Sur Netflix où ils ont enlevé la couverture du magazine Oh là là. Que l'on voit à peine, hein, c'est ridicule, je savais même pas ça. Ça retire une blague, et surtout, en plus, c'est le puritanisme, on va pas non plus faire du social, mais c'est le puritanisme tel que les Américains l'imaginent, parce qu'ils pensent que ça peut choper leurs gamins, alors que, une fois de plus, on a tous été gamins, à part quelques exceptions, les gamins, ils voient une paire de fesses, ils explosent juste de rire, hein, ils se rendent même pas compte qu'il y a une connotation quelconque. Puis c'est tout. Clairement, il y a tout un débat sur la nudité, mais ça, c'est un autre débat. Et puis par contre, voir des énormes scènes de combat dans les Marvel, ça pose pas de soucis, hein. C'est ça. Non, je veux dire, quand on était gamin au collège, quand on ouvrait les livres de biologie à certaines pages, c'était pour se marrer comme des pecnos, c'était pas pour se toucher, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est vrai. Mais plus que la censure, moi, ce qui me dérange le plus, je dirais, c'est le crop. Ils ont tout mis en 16/9. Mais ce qui fait qu'il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens. Il y a la petite sirène, la série. Tu vois on regarde les vraies références. Tu vois la moitié de la série, littéralement. C'est-à-dire que y a, soit c'est vraiment moche dès le début, il faudrait voir, mais il y a aucune raison que ça a été fait en 16/9, et tu vois vraiment tous les dessins du coup sont hyper centrés sur la tête des personnages. Tu vois qu'ils ont croppé comme des porcs, et en fait t'as aucun décor, du coup c'est vraiment t'as un personnage par image, et c'est vraiment pas beau à voir. D'accord. Et alors et du coup est-ce qu'on est sûr que c'est pour Disney Plus qu'ils l'ont fait, ou est-ce que c'était comme ça avant? Faudrait ça a été fait dans des DVD ou autre. autre. Après je connaissais pas les. Faudrait voir. Mais il faut voir quelle est la part de, parce que avec 1000 programmes, je sais pas s'ils se sont amusés à tout recadrer, quoi. Là, apparemment, ils ont pas mal fait ça sur des séries, quand même. Les Simpsons. Les Simpsons, les premières saisons sont en 16/9 sur Disney+. Là où c'est un petit peu étonnant aussi, c'est sur certains choix de versions. Alors, s'il y avait quelqu'un qui avait gueulé par rapport à Avatar, qui n'était disponible qu'en VF. C'est bizarre, ça. Ouais, ça c'est bizarre parce qu'ils ont juste pas proposé les versions. Alors moi, il y a un autre truc qui m'a fait rire, et c'est là que je trouve ça marrant qu'il y a eu un report de 5 mois en France. C'est quand on était en train de fouiller rapidement dans le catalogue, en fait, on est tombé, on s'amusait à regarder les films Disney Channel, de quoi ça parlait, qu'est-ce qu'il y avait, on cliquait sur toutes les références, et on est tombé sur un truc qui s'appelle Motocross. Ça a l'air bien. qui a l'air absolument affreux. Avec une photo, évidemment, t'as des gamins peroxydés là en motocross, et le scénario, donc ça racontait que c'était l'histoire de deux gamines qui avaient déréglé la machine du Père Noël et qui se retrouvaient qui du coup avaient ramené l'hiver à Los Angeles en plein juillet et qui devaient faire de la moto pour sauver le truc. Du coup on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a pas regardé le film, par contre on a regardé la bande-annonce, et non, en réalité c'est juste un truc de base sur des gamins, c'est un peu Go-Karts là qu'on a vu sur Netflix mais avec du motocross. Donc en fait ils se sont trompés, ils ont alterné le scénario. Donc du coup je sais pas s'ils l'ont fait sur beaucoup de films, mais je pense qu'il y a encore plein de trucs où ils se sont trompés dans les synopsis et c'est pas encore au point, quoi. Bah oui, typiquement sur la série d'animation La Petite Sirène, ils ont mis le résumé de la série Hercule qui n'est même pas proposé sur la plateforme. Aïe. Il y a rien qui va. Bien. Bon, ça arrive, c'est des petits couacs de lancement. Non, évidemment. Voilà. Eh ben, on va se lancer, nous, parce qu'on va peut-être parler des films maintenant, parce qu'il y a aussi des productions originales, il n'y a pas que des vieilles séries rétro, il n'y a pas que la bande à Picsou ou les Rangers du Risque non plus, ni Super Valou d'ailleurs. Mais il y a le trésor de la lampe perdue, et ça fait plaisir. Et aussi des films originaux, qui ont été faits exprès pour la plateforme, ou alors qui n'ont pas été sortis au cinéma. Bref, on parlera dans cette émission de La Belle et le Clochard, To Go, avec William Dafoe, Jimmy Fallon, Des erreurs ont été commises, par le réalisateur oscarisé Tom McCarthy. On finira cette belle émission par une belle journée, un très beau documentaire sur une journée à Disney. On commence le voyage merveilleux maintenant. Je connais la chanson. Tout l'univers de tes humains tourne autour de toi, pas vrai? En effet. Pour moi, pas de laisse autour du cou. Pas de clôture. Chaque journée pourra être une aventure pour toi et moi. Oh, la belle histoire d'amour.
Avec moi, il n'y a pas de laisse. La vie est une aventure. C'est beau, hein. La Belle et le Clochard, le remake live du classique de 1955. Un film d'1h38. Enfin 1h50 avec le générique, les crédits, tout ça. Mais bon, si on vire le quart d'heure de crédit, il reste 1h40 de film. Un film de Charlie Bean, réalisateur entre autres de Lego Ninjago. Un Trop classique. bien, j'adore. C'est excellent. Mais pas que, il a été aussi scénariste pour Samurai Jack, Bob l'éponge, Dexter Laboratory ou les Super Nanas. Et donc ça, c'est Et pas mal. ça, ce sont quand même des références. Et ça, c'est quand même cool. Et pour doubler, pour donner leur voix aux stars du film, les chiens, Lady and the Tramp, Tessa Thompson dans le rôle de Lady et Justin Theroux dans le rôle de Tramp, le clochard. Bah, ils font tous les deux très bien le taf, objectivement. Exactement, l'histoire d'amour entre Lady, une chienne de belle famille, et le clochard. Là, Un c'est un bâtard. cocker. Ouais, Qui et vit un dans la espèce rue. de... Ah, C'est supposé être exactement. un cocker, il s'avère que c'est un cavalier King Charles dans le film. Oui. Donc voilà, déjà. Elle a quand même des Soyons jolies oreilles. Non, non, mais c'était juste, je disais ça comme ça. Il faut savoir que Hera est fan de Boule et Bill, donc elle aime pas trop qu'on attaque les cockers, mais elle aime que le film avec Franck Dubosc, hein, pas la BD. Ah, donc d'accord. Tu seras puni pour ce mensonge. Bon, Victoire, tu as adoré ce film, je crois. Bah, adoré. J'aime de base beaucoup le film d'animation de 1955, que je trouve vraiment très mignon. Quand j'ai vu qu'il faisait un remake avec des vrais chiens, parce que il y a un mélange, certes, CGI, etc., notamment pour faire parler les chiens, mais c'est quand même des vrais chiens, donc ça c'est cool. Et ils étaient tous les deux très mignons, donc moi j'étais assez acquise à la cause de base. Et bon, bien sûr, c'est pas un film à gros budget, on est d'accord là-dessus, mais c'est mignon. L'histoire est pas mal, ils ont rafraîchi quand même l'histoire sur pas mal d'aspects. C'est pas non plus un copier-coller pur et dur du dessin animé comme on l'a vu sur Le Roi Lion l'année dernière. Mhm. Et ouais, j'ai trouvé que c'était sans prétention, mais un joli film très sympathique, avec des chiens très mignons. Mignon va revenir, je pense, dans cette émission. Hugo, qui est juste à côté, toi-même, tu étais enthousiasmé par ce film. Attention, Alors- Victoire est à côté de toi. Ouais, je vais me faire frapper après. Moi, j'avais la chance de pas vraiment me souvenir du film de base. Je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps. Donc, en fait, ça a pas fait redite. J'avoue, je peux pas dire ce qui a changé ou pas. C'est, pour paraphraser Victoire, c'est mignon. Mais un poil kitschouille quand même. Mais c'est kitschouille comme ça dure pas 2 heures, en vrai ça fait plaisir quoi. Il y a des scènes complètement absurdes, genre la scène du repas avec les boulettes là au resto italien, c'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Moi ça me fait un peu rire, j'avoue. Un petit bémol, c'est les bouches des chiens quand ils parlent, ça m'angoisse vraiment de ouf. Ouais. C'est-à-dire que j'étais mal à l'aise pendant quand même tout le film. J'évitais, mon regard évitait leur bouche. Vraiment quand ils parlent, parce que je sais pas, mon cerveau il fait un truc genre les chiens ne parlent pas. Mais à part ça, ouais, un bon moment quoi. Ça dure pas très longtemps, donc ça se regarde bien. Et Nicolas, toi, la découverte. Alors c'est compliqué celui-là. Non, mais j'ai vu pour le coup j'ai vu l'original. Et mais celui-là il marche pas sur moi. J'ai eu zéro émotion en le regardant. Ça a pas pris du tout. Autant j'adore l'original. Celui-là j'ai eu plus d'émotion en mangeant mon repas ce midi qu'en le regardant. Donc, Oh, quand même. Ça dépend ce que t'as mangé. non mais c'est vrai, ça vraiment ça a pas pris. J'ai beaucoup de mal avec. Ok. Dans l'équipe, qui a aimé dans l'équipe, hein, sinon, le film un peu... Bon, plutôt moi. Ah, il y a ça, toi, t'es plutôt Bah, aimé. Plutôt aimé. Disons que je vais pas complètement le descendre. J'ai trouvé qu'il manquait quand même un petit peu de poésie par rapport à l'animation et que les scènes étaient manquaient d'ampleur un petit peu. Par contre, j'ai bien apprécié les chiens parce que après le traumatisme que j'ai vécu avec le Roi Lion, Ouais. voilà, on est d'accord que Bah oui. je m'attendais vraiment à une hécatombe cette fois-ci également, mais bon, le fait qu'ils aient pris des vrais chiens, c'est déjà un bon point. Et puis ça me rappelait un petit peu une série que je regardais quand j'étais jeune qui s'appelait La double vie d'Eddie McDowd, et c'était l'histoire d'un ado un petit peu caractériel comme ça qui était transformé en chien, et du coup par rapport à ce que disait Nicolas où ça le dérangeait de voir les bouches s'animer, ben moi ça me dérangeait pas du tout, ça me rappelait plutôt cette époque-là. Donc je me suis plutôt laissée emporter dans ça. Après l'histoire, on voit que les scènes ont été reprises pratiquement de bout en bout, mais avec le Non. petit commentaire social avec le petit commentaire social Disney où on a
la maman qui est afro-américaine, ou on a le médecin qui est asiatique, enfin des choses comme ça quoi. Après franchement, je me suis laissée emporter par l'histoire, je me suis dit ouais, ça dure pas très longtemps et il y a des moments où j'ai même bien rigolé, parfois moins. Mais il y a aucun moment où je suis sortie du film complètement, donc je pense que c'est déjà un bon point pour le film. Il sort de la fourrière à l'instant, Thierry. Ah, tu veux directement de la violence. Alors, on va revenir sur les arguments qui ont déjà été énoncés. Donc, pour revenir sur le côté mignon, voilà, j'attaque déjà celui-là. Pour moi, c'est pas un argument parce que le problème, c'est que je pense que Disney va tout tabler là-dessus. Chaque fois qu'on trouvera ça mignon, on va tout pardonner. Et oui, objectivement, ça l'est. Mais ça fait rien du tout. Et le coup des vrais chiens, je trouve que c'est une grosse supercherie parce qu'il y a un truc, et une fois que je l'avais remarqué, ça m'a sorti de ça. Du coup, il a fallu vraiment que j'essaie de me remettre dedans, ça a plutôt fonctionné après. C'est que, en fait, les vrais chiens, ils les filment quasiment jamais. Ils les filment pour faire 2-3 mouvements, mais dès l'instant que le chien rate un mouvement ou quoi que ce soit, ils passent avec le chien en CGI. Et chaque fois qu'ils font ça, ils font une coupe de caméra. Donc en fait, chaque fois qu'il y a le chien qui fait un mouvement et qu'il y a une coupe de caméra, moi je savais que ça passait en CGI et du coup je voyais le flou au niveau des pattes. Notamment quand ils les font courir, quand ils les font sauter, il y a plein de flou au niveau des pattes. Mais à part ça, quand par exemple c'est des scènes où ils sont entièrement en CGI, au-delà des bouches qui bougent, et j'aurais largement, ça m'a pas foutu de malaise non plus, mais j'aurais préféré à la limite qu'ils fassent comme l'Incroyable Voyage. Ils les doublent seulement et ils bougent pas. Ouais, quand ils font juste du CGI. Je sais pas si ce serait apprécié par fait. le public aujourd'hui, ce genre de clairement. technique. Non, clairement. Mais les bouches qui bougent, moi c'est vrai que ça m'a pas non plus, enfin, ça m'a pas gêné, mais ça m'a pas convaincu. Mais en effet, c'est super bien fait, et en termes de démo technique, j'ai pas grand chose à dire à ça. C'est dans la continuité même du Roi Lion que j'ai détesté, mais qui était joli. C'est pas faux. Ils sont plus expressifs que le Roi Lion quand même. Non, mais sans l'expressivité, dans le côté, tu sais, photoréalisme, dans la manière dont c'est animé, dans les décors, dans plein de choses. Il y a aussi beaucoup de décors en CGI là-dedans, hein. Il y a quasiment pas de décors réels tout le temps. Et ils sont plutôt bien faits. C'était surtout ça, moi, qui m'a marqué. Après, alors, moi, La Belle et le Clochard, c'est mon Disney sur préféré. Le côté technique. Vas-y. Sur le côté technique, je vais quand même poser un petit bémol. Moi, je trouve que le moteur utilisé est très très bien pour animer tout ce qui est fourrure. Ouais. Donc tous les animaux à poil long, ça marchait. Enfin, ça marchait, à part le fait qu'ils bougent les lèvres et les visages. Bon, ça, voilà. J'ai un problème aussi avec ça. Mais je trouve que ça, c'était réaliste. J'étais vraiment dedans. Par contre, dès qu'on avait des animaux à poil court, il y avait un côté lisse, un côté flou qui m'a dérangé. Vrai, ça. J'ai pas fait gaffe. Ouais. C'est pareil sur les petits, sur les bébés, il y a deux petits escrocs qui parlent et tout, ils sont assez dérangeants parce qu'ils ont des poils courts, c'est gênant. Après oui, puis les côtés, moi franchement, j'avais pas compris tout de suite il a fallu que je regarde un peu comment ça s'est fait pour voir qu'il y avait des vrais chiens utilisés, parce que à part les chiots utilisés au début, j'ai pas vu les vrais chiens en fait. Moi, ça m'a un peu gêné. Bah, c'était plus sur des plans d'ensemble ou des plans fixes, quoi. Mais bon, après. Ouais, hein. Mais il faut savoir que non seulement ce sont des vrais chiens, mais en plus ce sont des chiens qui viennent de refuges, qui ont été adoptés dans des refuges exprès pour ce tournage, et qui, suite au tournage de La Belle et le Clochard, ont été adoptés par des membres de l'équipe. Voilà. C'est bien de communiquer là-dessus. Bah oui, adoptez, n'achetez pas, aussi. n'est-ce pas? Bah, c'est aussi Voilà, un bon donc coup. Rose, comment s'appelle, le cavalier Saint-Charles et Monty qui faisait Trump ont maintenant des familles pour la vie. Et ça, c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Trump, pas Trump. Trump, c'est un autre Oui. chien. Ils ont leur petit La collier. Belle et Trump. C'est un film sur Melania et Donald. Ah. Donald Duck? Oui, s'il te plaît, oui. Mais merci. Bon, Ira, de bref, Thierry, rattraper tu ça. disais que La Belle et le Clochard, c'était ton film préféré. Alors en fait, je me suis fait un cycle Disney il y a pas très longtemps. Alors je l'ai toujours pas terminé. Je me suis arrêté à Fantasia 2000 là, il y a pas si longtemps. Oh. Et du coup, j'ai revu tous leurs classiques d'animation. Et en effet, à la réflexion, même s'il y en a que je préfère regarder, celui qui m'a fait la plus forte impression et qui m'a rappelé plein de souvenirs de gamin dont je me rappelais mieux, c'était celui-là. Et ouais, parce que c'est le premier Disney où j'ai eu vraiment conscience du fossé social. C'est un film qui, je trouve, hein, le film d'animation, en parle excessivement bien. Donc moi, un remake, ça me faisait peur. Pas dans le sens où j'ai peur de voir un remake qui bafoue ça, mais dans le sens où moi, les remakes où on refait exactement la même histoire sans l'altérer, je peux vraiment pas. J'ai un gros souci avec ça, et pour moi, si tu fais une nouvelle adaptation, tu es obligé, c'est obligatoire, tu es obligé de faire une nouvelle histoire, de l'adapter, de trouver des solutions. Et là,
Ils ont rajouté 2-3 scènes, ils ont rajouté une scène sur un bateau, ils ont rajouté des trucs qui alourdissent à mort le truc. Ils font des dialogues, mais sans cesse. Il y a un passage où tous les chiens discutent là dans le jardin. C'est interminable, personne ne bouge, il y a juste les bouches, ça raconte rien, c'est insupportable, c'est lent en fait. Et en fait, il y a ça, tu disais qu'il y avait un discours social. Putain, mais où est-ce qu'il est quoi, à part montrer des gens, parce que dans le film d'animation, le discours social avec le chien qui vient de bonne famille, qui a une cuillère en argent dans la bouche et qui justement renie les autres parce qu'il ne comprend pas. En fait, moi, La Belle et le Clochard, on va venir sur Mubi, c'est Europe 51 mais en dessin animé quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience de la misère, qui se retrouve à la rue, qui a conscience de ce que c'est et qui va en apprendre des choses. Là, c'est tellement pas le cas quoi. Elle revient, elle voit deux trois trucs et c'est tout. Non mais quand tu d'accord, parles du discours social, c'est juste que ils ont remplacé le discours qu'il y avait dans l'animation, qui était assez subtil, pour le remplacer par quelque chose de beaucoup plus grandiloquent, où justement t'as une actrice afro-américaine et puis t'as un acteur asiatique et on t'en fout à droite, à gauche, etc. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plutôt ça. Il y a eu un remplacement. Correct. Exactement. On peut pas parler de remplacement, ça n'a ça n'a aucune incidence sur l'histoire, le fait que Darling soit noire ou blanche. Enfin, pour moi, c'est pas ça le vrai message. Enfin, pour moi, les changements qu'il y a eu au niveau du message social, c'est justement dans la personnalité de Lady, le cocker. Enfin, elle a pas du tout la même personnalité que dans le dessin animé. Elle est beaucoup plus passive dans le film d'animation. Et là, justement, son caractère, il évolue beaucoup plus dans le film. Quand tu vois par rapport au début et à la fin, elle a vraiment changé. Ce que tu as pas forcément dans le film d'animation où il n'y a pas de remise en question. Mais ça, tu le dis en ayant vu le film d'animation, tu vois, mais tu prends quelqu'un qui va regarder le film, qui va découvrir celui-ci directement. Il va remarquer beaucoup plus facilement le fait qu'il y ait des Afro-Américains qui ont un statut social élevé à la fin du 19e, tu vois. Que le fait qu'il y ait une différence en fait entre dans la personnalité de Lady. C'est dommage parce que c'est un débat qui a même pas lieu d'être, ça n'a aucun intérêt en fait dans l'histoire, je trouve. Oui. N'empêche que c'est un parti pris mais qu'on remarque quoi. C'est peut-être ça le problème, c'est vu que ça a pas d'impact. Ira, ton avis, ouais. Ouais, non mais justement si ça a pas d'incidence au niveau de l'histoire, Victoire, le problème que moi je vois, c'est que c'est tellement marketé comme ça de la part de Disney, qu'il y a que ça qui te saute aux yeux. Enfin, moi, j'ai eu aussi un bug sur le côté, bon, écoute, pour l'époque, vu l'époque dans laquelle on est, je suis pas sûr qu'on soit en hyper adéquation entre les personnages qu'on montre et genre une cohésion entre personnes afro-américaines et personnes à la peau blanche, en mode on s'entend tous trop bien, on travaille tous ensemble et on se croise dans la rue avec le grand sourire. Vu l'époque dans laquelle c'est supposé se passer, je suis là, bof. Après, c'est pas le sujet. Mais après, c'est pas un film historique, c'est pas un film réaliste, c'est un conte. La date n'est jamais précisée, en fait. C'est plus une ambiance. Même niveau la date se voit sur les éléments qui sont présents dans le film. Ouais, mais c'est du même niveau que dans La Belle et la Bête. T'as des acteurs noirs et asiatiques. Alors que géographiquement, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en fait, c'est comme le Moyen-Âge Disney qui n'est pas vraiment daté, qui n'a jamais vraiment existé. Voilà, oui, c'est ça. C'est un décor en fait. Ça me dérange absolument pas. Ce qui m'embête, c'est de faire du plan par plan, de pas vouloir améliorer ces histoires, de pas vouloir réintégrer des nouveaux éléments pour créer un film nouveau et de quand même changer ce genre de choses pour être politiquement correct et pouvoir toucher tout le monde et qu'on les attaque pas. Après, je crois que les gens ne veulent pas voir une histoire différente. Enfin, oui. Les gens veulent revoir l'histoire. Ils veulent voir La Belle et le Clochard et peut-être des petits changements, mais ils ne veulent pas voir une histoire foncièrement différente. Voilà, je veux dire, il y a une raison pour laquelle Le Roi Lion version 2019 est le film qui a fait 10 millions d'entrées en France. Enfin, le film le plus vu en 2019. C'est mon point 2, c'est que pour moi, ce qu'ils font encore une fois, on n'est pas dans un processus créatif. Et donc pour moi, au niveau cinématographique, c'est niveau 0. Parce que tu n'es pas en train de créer une œuvre, tu es en train de vouloir faire du pognon. Et à partir du moment où je vois que le processus que tu as, c'est de venir toucher la nostalgie de chacun pour pouvoir... en fait, là, les personnes qui vont être touchées, c'est les personnes qui ont vu La Belle et le Clochard quand ils étaient plus jeunes, de la même façon que c'est les personnes qui ont vu Le Roi Lion quand ils étaient plus jeunes, qui vont soit retourner le voir, soit qui vont emmener leurs enfants le voir en disant « Regarde, ça c'est la nouvelle version et regarde comment c'est bien », pour voir ce que ça a donné. Mais c'est pas du tout de la créativité, et donc je ne vois pas l'intérêt de proposer quelque chose de nouveau, donc je n'ai vu aucun intérêt à ce film, j'ai rien trouvé à sauver, et j'ai trouvé que c'était du plastique tout le long. Il y avait une esthétique qui te faisait croire au pays des rêves, là, et alors je suis d'accord que c'est un conte, et c'est fait pour, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir engagé une création comme celle-là.
du coup, je ne vois rien en tirer du tout. Moi j'aime bien, je trouve ça actualisé, ils ont remodernisé certains messages, certaines chansons, ils ont enlevé les siamois qui étaient problématiques justement dans la version du film d'animation pour en faire des chats normaux, enfin moi c'était la seule scène qui m'avait marqué de l'ancienne version en fait. La seule scène dont je me souvenais de La Belle et le Clochard, c'était justement cette scène des Chinois parce que ils étaient très méchants, ils étaient badants, ils étaient fourbes, ils étaient sourds, ils avaient les yeux avançaient doucement, ils avaient les yeux droits, ils étaient dangereux et alors, fourbes, ils avaient pouvaient les rien yeux faire. bridés, mais encore une fois, en VO, ils n'ont pas l'accent chinois du tout. Ils ont un accent, mais c'est pas du tout un accent asiatique. Oui, mais la chanson, c'est We are Siamese if you please. Je veux dire, enfin, la chanson, c'était clairement et on est siamois et on est méchants. Donc peu importe l'accent, les paroles étaient problématiques aussi. Et c'est pour ça que là, dans le live action, ils ont supprimé cette chanson pour mettre une toute nouvelle chanson pour ces chats. Où ils disent juste qu'ils font le bordel. Ouais, mais mais du coup, je trouve que là, on perd le côté méchant et sournois. Bah pas forcément, la scène est quand même assez impactante dans le live action, je trouve. En plus, c'est composé aussi par Janelle Monáe, qui est chanteuse et qui aussi double le personnage de Peg, l'une des chiennes du film. Et c'était pas mal comme chanson. Elle marque pas l'esprit comme celle du film d'animation, bien sûr. Le truc, c'est que celle du film d'animation, c'était la scène la plus frappante. Enfin, en tout cas, c'est celle qui m'a le plus frappé de tout le film, plus que les spaghettis, te dire, hein, quand même. Et donc, moi, ça m'a fait quelque chose. Alors, je comprends hein, la motivation derrière. Hein, il faut bien vendre le film aux Chinois. Et puis, il faut choquer personne. Oui, c'est surtout ça. Bah, et puis, il faut peut-être être respectueux, tout simplement. Voilà. Parce que c'était pas respectueux du tout. Non. Comme représentation. Mais d'accord, mais c'est pour te dire que, justement, en faisant ce lissage et en faisant le parti pris, je veux dire que ils ont pas réussi à trouver un truc qui remplace et qui soit aussi fort dans l'esprit. Après, bon, oui, je comprends la motivation. C'est souvent le problème des live action aussi, hein. Les chansons sont rarement au niveau, je trouve, des œuvres d'origine. Je saurais pas cibler pourquoi. Est-ce que c'est un manque de moyens, un manque de créativité? Je saurais pas dire, mais tous les live action Disney, globalement, moi, les chansons, je les retiens pas comparé aux chansons originales. Ça se trouve, c'est aussi parce qu'on est plus grand. Alors, ouais, puis, bon, ici, quand même, il y a un truc. Ici, je trouve que ça marche quand même un peu mieux que dans le Roi Lion, dans la mesure où dans La Belle et le Clochard, ils faisaient pas des sauts périlleux comme dans le Roi Lion. Et que c'était moins compliqué physiquement de les faire chanter et danser. Ouais. Ça, c'est vrai. Bah, en fait, je vais rejoindre et peut-être à la fois différer d'Era, je sais pas comment tu vois ça, sur ce que je veux dire, pour en revenir sur le statut du remake. Le statut de remake, quand il s'agit d'un film live, ça me pose pas tant de problèmes quand c'est fait très longtemps après. Par exemple, le fait qu'il y ait, je sais pas, que Sam Raimi, par exemple, ait fait un truc du Magicien d'Oz. Bon, c'est un préquel, donc c'est pas un bon exemple. Mais quand t'as des films qui sont remakés, genre 30 ans, 40 ans plus tard, pour essayer de toucher un nouveau public, des ratins, quand on fait un remake de King Kong, par exemple, ça me pose pas tant de problèmes, même si on raconte la même histoire, parce que l'auteur va essayer d'apporter autre chose, il va essayer de faire autre chose. Enfin, surtout, il y a l'argument en effet, le film a potentiellement vieilli si tu veux toucher un nouveau public et si tu veux l'intéresser à ça. Pourquoi pas? Par contre, quand il s'agit d'un dessin animé, il y a des gens qui me donnent l'argument ouais, mais c'est pour les enfants, tu comprends, c'est pour toucher un nouveau public. Et ça, je suis pas du tout d'accord parce qu'un dessin animé, bah déjà, tu peux à la limite lui passer un petit coup de remaster ou faire ce que tu veux, mais un dessin animé ne vieillit pas. Un enfant, tu lui montres La Belle et le Clochard, tu lui dis que c'est sorti hier, à part certaines représentations que t'as pas envie de montrer, il ne verra absolument aucune différence. Enfin, un enfant très très jeune, j'entends. Donc du coup, l'argument pour toucher les enfants, il faut qu'on fasse des remakes, c'est l'argument que sort Disney partout. Celui-là, je peux pas l'accepter. Donc moi, les remakes de dessins animés, ça me pose un énorme problème quand ce n'est pas du tout remanié, comme par exemple le Dumbo de Burton, qui a plein de défauts, mais qui au moins avait le mérite de tenter un autre angle. Tu parles. Oh là là. Tu parles d'une catastrophe, ce film. On a perdu. Elle s'est énervée, elle a fait sauter la ligne. Pas vite, fais parler Marwan. Bon, bref. De nouveau, du coup. Elle n'a pas aimé le Tim Burton, c'est tout ce qu'on a compris avec sa coupe. Bon. J'allais me prendre une rosée, genre. Vas-y, Victor. Hera, elle aime bien quand je m'en prends plein la gueule. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'elle avait commencé une phrase. Non, je disais juste que le Dumbo de Tim Burton était nul à chier. Voilà. D'accord. Voilà, en plus, c'était rapide. Voilà, donc c'était juste ça. On avait très bien compris, même sans avoir toute la phrase. Non, mais tu vois, quitte à même détester, enfin, moi je l'ai bien aimé, mais quitte à détester un film, je préfère un film qui a l'audace de tenter quelque chose et de proposer au moins des scènes vraiment différentes, quoi. Plutôt que même si c'était absolument réussi sur plein de points, mais que ça raconte exactement la même chose et que ça fait exactement la même chose, bah pour moi c'est pas réussi, quoi. Moi, ne serait-ce que pour la personnalité de Lady, qui est beaucoup plus affirmée dans le film que dans le dessin animé, je trouve ça pas mal. À la fin, c'est elle qui sauve Clochard, alors que dans le film d'animation, il faut le dire, elle sert pas à grand chose. Oui, bon, c'est quand même la bourgeoisie qui gagne à la fin, hein. Non, c'est un message d'amour, justement. Au lieu de, ils ont orienté sur l'amour et la famille et sur le fait que, et aussi, il y a un message sur les animaux abandonnés, sur le fait qu'il y ait des gens, ils prennent des chiens et puis ils les laissent comme s'ils avaient zéro sentiment. Enfin, j'ai trouvé que c'était aussi un message
c'était cool d'intégrer ce genre de message aujourd'hui. Et pour moi, ça aurait été indispensable, en fait, de le mettre. Marwan. Est-ce que Alors, Marwan est revenu parce qu'il avait des petits soucis déjà? oui. Peut-être que lui, il pourra trancher le débat. Marwan. Ah bah pour le coup, à cause de mes traumatismes de Cats, avoir des animaux et du CGI ensemble a fait que je l'ai pas regardé. Donc, je pourrais pas... Alors pour avoir vu Cats avec Marwan, je comprends parfaitement. Moi, j'ai toujours, Non, ça c'est- fait hyper longtemps que j'ai le problème aussi depuis la pub Orangina qui sexualisait les animaux là. Dès qu'on est en train de me faire essayer de me faire croire à une histoire d'amour entre animaux, ça me débecte un peu. Je dois avouer que j'ai aussi ça comme point, quoi. Tu te projettes trop. Bah, je sais pas, je trouve ça dégueu. Non, moi, j'ai trouvé ça super mignon. Je vous propose de passer au prochain film et promis, Allez. il n'y aura pas de scène d'amour entre les animaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon boulot, c'est d'élever des chiens. Il est trop petit. Il est rebelle. Bonjour, petit voyou. Il est indressable. Qu'est-ce qu'il apportera à son espèce? Le cœur d'un battant. Voilà une vraie histoire vraie à l'américaine, comme on les aime. Ah. Sérieusement, c'est ça le doubleur de Willem Dafoe? Ouais. Je suis content de mater les films en VO quand même. Ça clash direct. Film suivant, Togo. Non, ce n'est pas un documentaire National Geographic, comme m'a fait remarquer Thierry hors antenne. Togo, c'est un film de Erickson Core, réalisateur notamment de Point Break 2015. Ah Avec Willem Dafoe et Julianne Nicholson. L'histoire en 1925 de cette course de relais mythique de 1000 km à travers l'Alaska, me semble-t-il. C'est ça. Il y a de la neige et c'est ça. américain, donc c'est Oui, l'Alaska. C'est l'Alaska. Un village touché par une épidémie de diphtérie. Le seul médicament se trouve à 1000 km de là. Les sérums sont là-bas. Il faut transporter les sérums. Et le seul moyen de transport, ce sont les chiens. Vous connaissez Balto, l'histoire de Balto, qui est le dernier chien arrivé et qui a récolté toute la gloire, mais celui qui s'est Ce tapé le connard sale de Balto, ouais. Celui qui s'est tapé le sale boulot, c'est le chien Togo. Ben, c'est cette histoire que nous raconte ce film. Willem Dafoe joue Léonard Sepala, son dresseur. Alors, j'adore cette émission parce qu'il y a plein de jeux de mots à faire. Bah le fait que Willem Dafoe était pas là, ouais, en effet, oui. Exactement. Togo, un chien déclaré en 2011 comme the most heroic animal de tous les temps. Rien que ça. Une histoire très très poignante, l'histoire d'un petit chien qui n'était pas fait pour être chien de meute car il était trop petit et pas assez endurant, mais qui va se révéler être un vrai alpha, un vrai meneur. Une histoire comme on aime bien en Amérique, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais, ça, ils aiment bien. Ça. Ils sont fans de... Ouais, Hugo? Ouais. Non, j'allais dire, ils sont fans de ce type d'histoire-là, de raconter. Alors, en plus, quand c'est un chien, c'est mignon. C'est un self-made Voilà. dog. C'est ça. Seul contre tous. C'est assez typique dans la façon dont c'est raconté. Togo président. Et une différence avec un autre film Disney, enfin c'est un film Fox, mais comme Disney a racheté, bon bref, c'est quoi, bref. Différence avec L'Appel de la forêt, même si c'est toujours une histoire de chien de traîneau en Alaska, avec un acteur connu. Bon là c'est pas Harrison Ford et Omar Sy, du coup, c'est Willem Dafoe. C'est qu'il n'y a pas le chien est un chien et c'est pas un CGI. Ou alors si c'est un CGI, c'est très discret, c'est très bien fait par rapport à des films précédents. À la limite, c'est ça Willem fait Dafoe pas qui est de en CGI. Mais... Non, mais là, le chien est le meilleur acteur, donc... Ah bah oui, clairement. Oh, c'est Là, horrible. ils ont inversé, en fait. Si un jour on pensait qu'on allait dire qu'un chien était meilleur acteur que Willem. Mais il est bon, le chien, quand même. Il est T'as vu super comment bon. il est dressé et tout? Il a des belles expressions. Quand est il super boite et fort. tout, moi j'y croyais, j'étais à fond. Ça vous a coupé. Donc visiblement, voilà. Bon, ben, qui veut se lancer sur ce film avec ses décors de la merde. naturels? Enfin, tout n'est pas naturel. est-ce que non plus, Marwan hein, l'a mais vu? CGI aussi. Est-ce que Marwan l'a vu Oui, celui-là? oui. Ah ben Marwan, tu pour le coup, commences. Vas-y. Bah alors là, je crois que je vais être le seul, mais j'ai beaucoup aimé. Peut-être parce que c'était un peu en contrepoint avec L'Appel de la forêt. C'était déjà, on va dire, un peu mieux réalisé, un peu mieux fait, même si il y avait des effets qui étaient pas forcément très intéressants. Mais oui, non, mais c'est, moi, dès qu'il y a un chien, bah, je chiale, mais ma race. Et, j'ai chialé tout le long. Et puis oui, il était merveilleux. En fait, c'est une histoire sans envolée, il y a rien d'incroyable, mais pour ce que ça raconte, ça fait le travail, quoi. C'est pas très bien sans réalisé, envoler, mais... Non, comment? Je dis sans envoler, je vais nuancer après, peut-être. Ça va. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de... Quand j'ai envolé, c'est plus pour dire qu'il n'y a pas forcément de... C'est assez
ça, comment dire, ça rentre dans les codes. Ça veut pas forcément proposer de nouvelles choses, mais surtout dans sa narration où on est que sur du flashback. Mais non, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, tout simplement parce que le chien m'a fait craquer, que récemment j'ai perdu mon chien. Mais alors là, vous m'avez perdu, j'ai pas arrêté de chialer tout le temps. Pourquoi t'as pas regardé La Belle et le c'est Clochard horrible. alors si t'aimes tant les chiens? Tu vois, Thierry, que mignon, c'est un argument. Toutes mes condoléances pour ton chien. Voilà, mais- on est tous avec toi. Merci. Marwan. Non, mais en fait, c'est CGI en fait qui faisait la Non, je différence. sais, C'était t'inquiète beaucoup pas. plus visible. Ah mais du coup j'ai pas le droit d'être méchant parce que Marwan ah ouais, génial. C'était mon argument, c'est mon argument exprès, tu vois. Maintenant tout le monde va dire L'argument doudou. oh, c'est sympathique en fait. Oui, c'est ça. En fait, il est pas si nul dans le film. Tu as miselé Thierry, félicitations. Tu parles. Non, vraiment, bah il m'a touché mais après oui, enfin il casse pas trois pattes à un canard, ça je veux bien le dire. Par contre, il casse des pattes à des chiens. C'est Oui. ça. Et là, c'est un Bravo. film. Notre chien ragé, Thierry. Et toi Thierry? Ah ouais. Bah en fait tu vois, moi j'avais entendu dire, je sais pas si vous avez eu cette information, qu'ils allaient faire, je crois que c'est James Dean en CGI en hologramme là, et qu'ils allaient faire des films avec ça. Sérieux Et donc du coup Willem Dafoe c'est quoi? C'est l'expérimentation de ce truc? Sérieux On vient de nous mettre l'un des plus grands acteurs qui soit, et le mec il en a absolument rien à branler. Et j'ai déjà vu Willem Dafoe qui joue dans des films où il a rien à foutre là, genre Aquaman, où le mec clairement en promo il a pourri le truc en disant je m'en branle, je viens chercher un chèque. Sauf que dans le film il l'a impliqué. Mais Ah, il s'en bat les couilles. Hein. c'est tellement l'indifférence totale. Et du coup, c'est l'une des seules raisons pour lesquelles j'étais pas contre l'idée de voir Togo. Je me suis dit au moins, ça va jouer. Et puis attends, c'est Willem. Je veux dire, il sort d'un petit Abel Ferrara. Bon, peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a fait. Il a besoin de bosser et tout. Il va sûrement faire un truc cool. Mais tu parles. En fait, je l'ai pas vu en entier. Je me suis arrêté au bout d'1 heure, comme Hera, je crois. Ouais. On est la team qui s'arrête. Oh. Parce que... Non, moi je me suis tout tapé là. Non, mais juste, on est deux à être la team qui s'arrête. Parce que j'en avais tellement rien à foutre. Mais en fait, c'est le procédé narratif qui m'a perdu, quoi, quand tu dis que tout est en flashback. Mais justement, moi, c'est pour ça. Le truc, au tout début, on me montre cette espèce, ils sont sur le traîneau, faut aller extrêmement vite, attention, c'est dangereux, vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Bah non, je me rends pas compte, je sais pas de quoi tu me parles. Il faut limite attendre 45 minutes avant qu'il te parle de la diphtérie, quoi. Et là, Non, tiens, ça, un ils en parlent flashback. assez vite, ça. Vous êtes Non, au ils en courant parlent qu'il y hyper a des rapidement. gens qui meurent, ils en parlent, mais le moment où ils te montrent qu'il y a en réalité une urgence, ça apparaît super tard. De ouf. Donc du coup, on repart et en fait, dire que j'avais douté de toi, hop, un flashback pour expliquer pourquoi. Mais je disais, mais tout le temps, ce procédé de flashback là, autant ça me pose pas tant de problèmes si c'est bien utilisé. Là, j'ai trouvé ça mais imbitable, quoi. Voilà. Bah pareil. Enfin, c'est pas tant que c'était imbitable, c'est que en fait, j'avais l'impression d'être devant un film où il y avait une histoire intéressante et le scénariste, il a choisi d'en raconter une qui avait aucun intérêt. C'est-à-dire, t'es en train de sérieusement de me dire qu'il y a des chiens et un mec en traîneau qui a fait je sais pas combien de kilomètres à travers l'Alaska pour aller amener un sérum, donc c'est un truc, mais c'est un scénar de base qui est hyper fort, et tu vas me raconter comment t'as élevé le yinche? Mais j'en ai rien à foutre. Mais si, mais J'en c'est ai pour dire rien qu'en à fait, il était pas fait pour ça, mais que il avait un will, il avait un mental de gagnant, c'était un winner, Bah, c'était un américain. C'est Mais marrant. c'est super, Pour mais ça, montrer que le chien est mignon. mais c'est fantastique, Et puis, mais il ça était peut mignon. prendre une scène, pas 3/4 d'heure. Ça m'a un peu, ça m'a un peu dérangé. Effectivement, il y a une histoire de problématique de narration quand tu alternes entre présent, passé. Il y a du flashback, il y a du maintenant. Le mec, t'as l'impression qu'il s'est barré. Et 2 secondes après, il revient. Et t'es là, mais attends, en fait, d'accord, on est retourné dans un flashback, sauf que du coup, il y a aucune progression dans les personnages, aucune progression de rien. Bon, après, effectivement, je l'ai pas vu en entier, donc je me permettrai pas de critiquer la fin. Je sais pas Si, si il y ça a des m'améliore. progressions. Si, il y a des Willem Dafoe passe de gros con à gros con reconnaissant. Ils arrivent à la fin 20 minutes avant la fin du film. Ils arrivent à livrer le truc. Du coup, il y a 20 minutes de fin où le chien est à la retraite. Mais comme il y avait que, en fait, il y a peut-être eu 1/4 d'heure dans la première heure de film, il y a peut-être bibou-tabou 1/4 d'heure de moment où il est en train de faire sa mission. Le Je reste pense du en temps, tout, c'est à peine une demi-heure. Hein. Ouais, c'est clair. La deuxième moitié est plus orientée sur la mission. Enfin, disons que le troisième quart est plus orienté sur la mission, puis il s'arrête parce que le C'est chien ça, est blessé, il est mourant, donc il y a un suspense, on ne sait pas trop. On est inquiet pour le chien. Ok. Bon, admettons alors, mais même du coup dans ces pauvres moments en pleine montagne, ce qui est quand même un truc assez intense, la mise en scène ne sert pas du tout l'action. On en a Non. rien à foutre, on sent pas le danger parce qu'on passe tellement de temps dans le flashback qu'en fait les moments où il est dans la neige, on est là, bah ouais, de toute façon qu'importe Ah, puisqu'on moi, parle pour du le coup, je passé. suis pas En fait. d'accord. Alors, T'as pour moi, il y a le moment du lac qui est vraiment intéressant où t'as vraiment à chaque fois une tension qui est parce que Tu pour le rigoles, coup la c'est du question full fond vert.
À aucun Oui, mais- moment, je trouve, t'es vraiment inquiet. La scène du lac, c'est scandaleux. Le lac, il est bleu fluo. Oui. La glace, enfin, t'y crois pas du tout. Ah bah, non, mais bah, moi j'y ai cru. Je me suis dit, ils sont vraiment sur Non, le la, lac. la scène du lac avec la glace qui craque, on n'y croit pas. Non, pardon. Non, elle craque pas, elle explose. Elle explose, pardon, oui. C'est tout explose partout. En plus, tu vois les blocs de glace qui sont super épais, super larges, il y a de la neige partout, donc il fait encore très très froid, tu vois, c'est pas vraiment la saison où la neige craque. Et waouh. Visuellement, ils en font beaucoup trop, ce qui fait Ouais, qu'après, c'est en clair. fait, ça retombe complètement. Après, c'est juste, en fait, t'as l'impression qu'ils ont juste 120 km à faire, et l'autre, il faut pas qu'il s'endorme, et on est bon, quoi. Tellement pour moi, la scène du lac, ça m'a sorti complètement, parce que t'es dans un truc de super-héros. C'est pas un film de chien. Enfin, je veux dire, c'est à la limite de l'absurde. Enfin. It's the most heroic dogs of the world, quand même. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, moi, c'est plutôt ça qui m'a dérangé. C'est-à-dire que t'as plein de flashbacks. Togo, il est mignon. Bon, ok. T'as la scène du lac où c'est en mode, ils marchent sur l'eau, carrément. À la fin, c'est limite, ils vont tellement vite qu'ils surfent sur l'eau, quoi. Et après, t'as les scènes au chalet où à chaque chalet il se repose. Donc t'as une scène où Willem Dafoe, il en a rien à foutre de rien, il récite son texte. Et il y a un Indien qui lui dit, il va mourir. Et Ah il est ouais, triste. non, justement, il lui ment. T'as l'indienne qui pleure, et lui il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Puis lui il fait, il y a des oignons, ça lui pique les yeux, ou un truc comme ça, je sais plus. Et, enfin, c'est un peu absurde, et la seule chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, c'est le tacle intersidéral à Balto. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement drôle jusqu'au générique de fin où ils mettent un petit truc comme quoi là il y a une statue pour commémorer cette course qui a été érigée dans New York ou je sais plus quoi, et c'est une statue de Balto. Et c'est scandaleux. Parce qu'à l'époque, il y avait que le télégraphe pour communiquer et ils ont pris juste le nom du chien de tête qui arrivait à la fin. Et à la fin, il y avait Fox et Balto. Il y avait deux chiens en tête. Fox, on pouvait pas le dire sinon les gens auraient cru que c'était un renard. Du coup, ils ont mis Balto et voilà. Moi, c'est surtout ce que j'ai pas supporté dans ce film, outre le fait qu'il était vraiment très plat. D'ailleurs, avec Hugo, on l'a regardé en 2 fois. Donc, Thierry et Hera, vous avez arrêté au bout d'1 heure. Nous, on a d'abord regardé 1 heure et on a regardé la fin le lendemain. Mais ben nous, il y a voilà. tout. Nous, on pas n'a rien dedans. aimé, ok, dans la Alors, sélection. On n'a Moi, pas il y eu a de quand même répit. un truc. Non, alors, Donc, moi, je trouve que quand même visuellement, il y a 2-3 trucs quand même parce que le gars, il est pas seul, enfin, il a pas fait beaucoup de réal. Il était aussi chef op, le gars. Donc, il y a 2-3 tentatives visuelles. Il y a des moments. Je disais ça. Ah bah merci Il y Thomas. a quelques plans qui, une fraction de seconde, m'ont fait penser à du Oh non, Terrence Malick. oh non, quand t'as écrit ça, j'étais horrifié. Alors, attention, la focale n'est pas assez accentuée, elle n'est pas assez courte et c'est pas filmé assez près. Hein, attention, et c'est pas jump cuté non plus. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment une fraction de seconde et ça s'évapore juste après. C'est parce qu'il y a quatre sapins, un peu de neige et un rythme très chiant. Voilà, quoi, mais tout ça. c'est à un moment, il y a un moment flashback, il y a un truc et on se dit, ah, Willem Dafoe va parler en voix off, ça va être, ils vont tenter un truc. L'horreur. Eh ben non. On va avoir les Non, pensées non, c'est du juste chien. que, c'est Et juste qu'il y a une surtout l'histoire, focale. j'ai trouvé que il y a du mal à s'attacher, je trouve. Ouais. Bah, déjà, Willem Dafoe joue très mal, on l'a déjà dit, mais c'est surtout, il joue le rôle d'un énorme connard. Enfin, Oui. je veux dire, en mode, tout ce qu'on déteste, quoi, qui Ben oui. qui Mais pense c'est qu'à exploiter normal. ses On est chiens, en pour lui, ses chiens, ce 1912. sont des C'est un bêtes de dresseur de chien en somme. Alaska. Hein. Oui, Ah oui, mais... c'est un dresseur de chien, Donc, ça va pas être horrible, l'amoureux t'arrives des pas chiens. à t'attacher à lui. Enfin, tu le détestes. Et même à la fin, quand il fait genre, non, en fait, je me rends compte que depuis le début, Togo, je croyais qu'il vivait pour courir. Mais en fait, il vit pour moi. Bah oui, connard, comme tous les chiens. Tu mérites pas ton chien, tu mérites pas de gagner, en fait. Oh, c'était pas mignon, ça. Au contraire, en fait, c'était pas forcément très fin, mais c'est un peu le but du film, c'est ce côté où ce mec qui prend ses chiens pour vivre, pour gagner de l'argent et tout, et en gros il se rapproche de son animal, et c'est ça en fait, c'est le travail avec en gros il comprend par rapport à Togo. Donc au début on comprend la construction de leur relation, et puis à la fin c'est cette idée que ça reste une relation qui va bientôt se terminer, et je vais rechialer, salut. Et en gros c'est ça en fait, c'est une relation Moi, j'avais envie de pleurer, mais juste à cause de la rage, en fait. Parce que même jusqu'au bout, son chien est à la retraite, et il continue à le faire se reproduire en mode, vas-y, du coup, je vais vendre les bébés de mon chien gagnant, tu vois. Bah, c'est un éleveur de chiens. Sérieux? Hein. Tu Bah peux oui. pas, oui, mais le chien, il a plus de 12 ans déjà, il le fait courir. mais il a dans le droit la neige, d'avoir une bon, vie soit. sexuelle aussi, hein, Mais le jusqu'au pauvre. bout, quoi, il l'exploite, et il va nous faire croire que c'est de l'amour. Moi, ça me Enfin, dérange pas. Bah, tu vas me faire croire Moi, que ça c'est me de l'amour, la belle et le clochard?
Pardon. Pardon. Je crois que j'avais pas été au bout de mes idées dans le paragraphe d'avant, désolé. Moi, pour ma part, s'il y en a un qui mérite une médaille dans ce film, c'est le violoniste qui n'a pas arrêté du début à la fin du film. Oui, c'est vrai. L'endurance. C'est à tout le cause temps de lui du que j'ai violon. pleuré, je Quelle crois. que soit la scène, j'ai pas le souvenir d'une seule scène sans violon, en fait. C'est pour rajouter du drama parce que la caméra elle fait rien, donc à un moment faut mettre une musique triste quoi. Et puis parce qu'il y a pas de Il y drama à des top l'écran. shots qui étaient mignons. Le chien est très mignon. Alors le chien est très mignon. Non, moi, les top shots, enfin les plans d'en haut, tu vois, les plans qui Ouais. filmaient de Ouais, c'est d'en des haut. plans drone ça, enfin je veux dire. Oui, drone sur du fond vert. Ils étaient beaux. Ouais, c'est ça. Non. Tout n'est pas fond vert non plus, attention les enfants. Non, c'est ça qui faisait la différence. En gros, je pense que ça, pour moi, si ça a marché réellement, en plus de tout ça, c'est par rapport au fait que l'appel de la forêt a été tellement dans son fond vert, et puis l'interprétation de Harrison Ford est encore plus dramatique dans le sens où il s'en branle encore plus que Willem Dafoe. C'est un dur à concours croire. de mecs qui s'en branlent. C'est ça. Que voilà, que finalement, que j'ai vraiment apprécié, quoi. Ouais, Harrison Ford, il s'en branlait tellement que j'ai appris pour ceux qui avaient vu ceux qui avaient vu la VF que en réalité le personnage était alcoolique et que Richard Darbois avait énormément accentué ce côté alcoolique. Et nous qui l'avons vu en VO, j'avais même pas capté. À part le fait qu'il avait une bouteille, j'avais même pas capté qu'il était censé avoir un accent légèrement pété tout le temps. Bon, Thierry, garde ta bouteille, on va passer au film suivant. Ouais. On arrête avec les chiens, mais on reste dans la neige avec un ours polaire. Ce que vous vous apprêtez à voir est un témoignage historique de ma vie d'enquêteur. Je vis sous ce château d'eau, à Portland, dans l'Oregon. Une ville où il se passe des choses bizarres. Je suis le président directeur général de ma propre agence de détective privé. Il est vraiment fascinant. Je peux te faire visiter le poste de police. Je ne collabore pas avec la police locale. Pourquoi? J'ai un associé. Oh, c'est cool. C'est qui? Son nom, c'est Total. C'est un ours polaire de 700 kilos. Wow, tu es sérieux? Maman, pas maintenant, Timmy. Timmy Failure, des erreurs ont été commises, mistakes were made. Un film de Tom McCarthy d'après la série de romans de Stéphane Pastis. Je vous jure, c'est le vrai nom. Mais on te croit. Et qui a été traduit en français par Timmy Lalouse. Ah ben nous on a Timmy Failure sur Disney+, on a Timmy Failure, hein, voilà. L'histoire du petit Timmy à Portland, Oregon, qui monte sa boîte de détective associée à son ours polaire Total. Ce qui donne le nom d'une agence Total Failure, voilà, échec total. Il aurait pu s'appeler Epic, hein, ça aurait marché aussi. Tom McCarthy, en plus Disney+, dans la description, met bien l'accent, le réalisateur oscarisé, hein, voilà, Thierry, ça t'avait bien plu, ça, pour Spotlight. Mais même, Ah bah oui, parce qu'en fait, même dans le générique du début, hein. Voilà, Au voilà. milieu du film, j'ai vérifié pourquoi il avait été oscarisé et c'est là que j'ai réalisé. Tom McCarthy qui est aussi scénariste sur Jean-Christophe et Winnie, voilà, moi j'ai bien aimé. donc je le Oui, dis. mais oui. Oui, c'est très mignon ça. Et scénariste, même créateur, hein, de The Loudest Voice, la série moins famille, hein, de suite. Et c'est je le connais pas mec du qui a tout. écrit là-haut aussi. Oui, mais c'est pas forcément un exemple. Voilà, voilà. Moi j'aime bien les 10 premières minutes de là-haut quand même. Voilà, mais comme tout le monde, mais les 15 quoi premières minutes sont grandioses, le reste du film anecdotique. Oh bordel. Voilà, Il y a voilà. que toi qui es méga fan, je crois. Je suis désolé de te le dire. Ne t'inquiète pas, Thierry, moi aussi je suis méga. Moi sur le papier, je vous avouerai un truc, sur le papier j'étais intéressé, j'étais intrigué par ce film parce qu'un gamin détective avec un ours polaire imaginaire, je me suis dit waouh, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Ah ouais, l'imaginaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? moi j'ai bien aimé. Ah Hugo, tu as bien aimé. Ouais, j'ai trouvé que il y avait que déjà le thème était rigolo. J'ai trouvé que c'était le gosse joue bien, il est bien tête à claque des fois comme il faut, mais j'ai trouvé que c'était assez bien écrit. Il y a pas vraiment d'histoire, c'est plus une espèce de petite suite de scénettes liées entre elles, mais enfin voilà, il y a pas de grands enjeux. Et j'ai trouvé que c'était un assez bon traitement de l'autisme au final que certains lui reprochent. Mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il ne nomme pas et qu'à aucun moment ils mettent le doigt vraiment dessus. Est-ce que c'est vraiment de l'autisme du coup? Bah, je m'y connais pas assez. Moi, je dis le mot autisme. Je voudrais blesser personne, mais je sais. En tout cas, Neuroatypique, voilà, on va dire. il y a un syndrome quelque part parce que il est, enfin, de la façon dont il réfléchit, il est complètement dans son monde, il est complètement enfermé dans son truc et dès qu'on tente de l'en sortir, c'est la panique et vraiment la panique ou la colère. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et que tous les acteurs étaient plutôt convaincants. Même le prof, il est rigolo. Enfin, moi j'ai bien aimé. C'était mignon, quoi. Bon, on va pas rentrer dans le
dans le diagnostic du gamin, c'est vrai qu'il est dans son monde et qu'il a son imagination. Alors, je tiens juste à dire, parce que je sais que moi aussi, j'ai cette théorie-là pour l'autisme. C'est vrai que c'est nulle part dit, clairement. Mais par contre, il y a un article de Medium, donc qui est un média américain, qui fait la critique du film et qui lui dit que pour eux, clairement, il est autiste. Mais c'est vrai que ce n'est pas revendiqué, en tout cas par l'équipe du film. Donc c'est plus une théorie d'Hugo et moi, quoi. Ouais, c'est du diagnostic, quoi. On n'est pas les seuls à avoir eu cette impression, visiblement, quand même. Non, moi, je suis d'accord pour l'autisme. Il a beaucoup d'imagination, il a de la parano, ça pourrait être de la psychose aussi. Enfin bon, bref, en tout cas, il n'est pas normal, comme on dit, parce que la normalité, c'est pour les gens normaux. Ça, c'est répété. Donc on peut dire que c'est quelqu'un de spécial. Voilà. Ça, on peut l'affirmer. On va s'accorder là-dessus. Nicolas, je t'ai pas entendu pour le film précédent, Ouais. je crois pas. Au tableau. Alors, ma foi, je l'ai bien aimé aussi. Passé plutôt un très bon moment. Après, comme on dit, le scénario casse pas trois pattes à un canard, mais il est, ma foi, on est bien dedans. Après, la réal fonctionne, je trouvais. Les acteurs jouent bien. Et après, c'est vrai que dans le fond du film, alors c'est vrai que pour le coup, pareil, je m'y connais pas assez au niveau autisme et trucs comme ça, donc je m'avancerai pas là-dedans. Mais je trouve que c'est un bon traitement de cet enfant dans ses rêves et qui essaye d'avancer dans la vie comme ça, parce que par rapport à... Il a pas une vie facile, il a été abandonné par son père, donc pareil, est-ce que l'ours, ça serait... Est-ce qu'il y a un plan? Je crois que quand il le ramène dans le zoo, tu vois un flashback, son père part, et direct après, t'as l'ours qui revient. Est-ce que ça serait pas une allégorie? Si, clairement. Voilà. Une représentation de la figure paternelle. Représentation de la figure paternelle. Donc, non, j'ai trouvé le film plutôt appréciable. Voilà, et puis assez drôle en même temps. Oui, parce que c'est présenté comme une comédie quand même. Hein. L'ours est là pour l'aspect comique un peu. C'est le support comique du truc. Parce que dans le fond, c'est pas si comique que ça quand tu vois la vie de ce petit. Non, et puis il faut quand même dire qu'il est insupportable. Ouais. Donc moi j'ai trouvé les gags très drôles au début, sauf qu'en fait après j'avais juste envie de lui mettre des claques. Mais bon. Il y a un mais après il faut dire que oui, c'est une comédie, mais on voit qu'il n'est pas aidé cet enfant. On est tous d'accord pour dire qu'il est spécial. Il est complètement incompris par son instituteur. Donc oui, ça fait une relation un peu basée sur la haine là qui est assez rigolote, mais en fait ça n'est pas drôle parce que ça montre aussi le fait que le personnel enseignant n'est clairement pas équipé pour s'occuper d'enfants spéciaux. Il y a sa mère qui a pas une thune et pas de temps pour s'occuper de lui et lui consacrer le temps dont il a besoin. Voilà, donc c'est drôle, oui et non quoi. Enfin, même les scènes qui sont censées être drôles, comme c'est quand même beaucoup sur de comiques de répétition ainsi, sur le gamin qui répète les mêmes choses, ou qui fait des conneries, ou qui fait pas ce qu'on lui dit. Je sais pas, j'ai trouvé que ça tournait vite en rond, et finalement c'est plus intéressant quand le film va vraiment dans des sujets plus graves en fait. Bah, toutes les discussions avec son personne qui lui fait sa thérapie là, c'est un peu la seule personne justement. C'est le conseiller d'éducation, ouais, je crois. Le conseiller d'éducation. C'est la seule personne qui le comprend vraiment, qui joue le jeu aussi, et tu vois tout de suite que ça fonctionne mieux, et c'est vrai que cette partie-là est vachement intéressante. Oui, et en même temps tu vois aussi qu'elle a ses limites, parce que le conseiller d'éducation, il est pas non plus forcément formé pour l'aider aussi loin qu'il peut, mais en tout cas il essaye de communiquer avec lui, et quand il fait ça, bah le petit Timmy, il s'ouvre enfin au monde. C'était présenté comme une comédie, est-ce que quelqu'un a ri sur ce film? Non. Ouais, oui. Moi aussi, si, il y a des punchlines qui m'ont vraiment fait rire. Notamment de souvenir le repas avec le copain de la mère, où vraiment Timmy, il en a rien à carrer. Et en vrai, juste pour des fois, c'est punchlines en mode je m'en bats les couilles, je suis dans mon truc. Moi, j'avoue, ça me fait rire. Ouais. Ah, plus que ça, moi, ce sont les moments où il s'imagine, en fait, il donne vie aux expressions que les gens utilisent, et en fait voilà, quand son prof lui dit you're gonna get detention, et puis le petit il s'imagine en train de se retrouver en prison quoi, et ça arrive plusieurs fois pour les cours d'escrime, etc. ça arrive quelques fois, et j'ai trouvé ça absolument hilarant, et j'ai rigolé à chaque fois. C'était Je suis d'accord, mais il me semble que ça se passe qu'au début du film. Ça se passe vraiment que dans la première Oui. demi-heure, ces scènes très drôles. ouais. Ah, Et ça m'a manqué un non petit peu. Ça m'a manqué un petit peu. C'est tout le temps quand il est avec son gamin quand il est avec son pote dans le magasin de porcelaine déguisé en sumo aussi. Fait de verre, là, je sais plus trop ce que c'était. Ah non, je confirme, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y a l'ours, dès qu'il fait une référence à l'ours, dès qu'il y a un plan sur lui, c'est pour aller manger un truc, se jeter dans une poubelle, se ranger. Je crois qu'après je me suis juste lassée en fait. Ouais, voilà. Non, mais c'est tout le temps puisque c'est l'unique ressort comique du film. Moi, le truc de la détention dont parlait Yassa, j'avoue, ça m'a fait rire aussi. C'est peut-être le seul truc où je me suis dit, tiens, ça c'était sympa. Mais en effet,
fait. Moi, c'est déjà à partir du moment où il y a eu cette blague-là, ça m'avait déjà saoulé en fait, parce que c'est le seul ressort comique. À chaque fois, on lui dit un truc, il imagine un truc. Ah bah non, c'est pas ça. On repart sur autre chose. Je vais rejoindre le côté enchaînement de scènes avec histoire qui raconte pas grand-chose. Je trouve que ce film, au-delà de ces thèmes de fond qui auraient mérité à être bien plus développés, bah, le film ne raconte rien quoi en fait. Et moi, ce qui m'agace, c'est qu'il y a un espèce de fil, et une espèce de fil de tension. On te dit qu'en gros, il va faire des mini-enquêtes par-ci par-là, retrouver le sac à dos, retrouver des trucs, voilà, pour forger son expérience. Et pour lui, ça lui semble important, ce qui est logique. Mais il se passe des trucs dans le fond, il se passe une véritable enquête qui va démarrer, et on te fait croire ça pendant tout le film. Et en réalité, à part lui qui se fait dans des situations rocambolesques, bah, cette enquête elle démarre jamais. Alors je sais que c'est le propos du film. Le propos du film, c'était aussi de montrer que, à force de s'enfermer dans son monde, il allait se créer des problèmes, puisque c'est ce qu'il te dit à la fin, ça j'ai bien compris. Mais ce qui fait que du coup, pour moi, le film est totalement vain à cause de ça, parce qu'il me raconte pas grand chose, quoi. Et il aurait pu, à la limite, développer beaucoup plus, bah, les thèmes sur les enfants spéciaux. Ouais, mais il y a plein de films qui racontent rien, qui sont cool. Tu vois, comme Garden State, ça raconte rien, c'est cool. Il y a plein de films parce que ça raconte plein de choses en réalité. Et celui-là, je trouve que justement, parce que les thèmes de fond dans Garden State sont hyper développés. Ils sont dits par un prisme de silence et par plein de trucs, mais ils sont là. Là, t'es obligé d'aller les chercher, et ça passe pas en première lecture, ça passe parce que là, on est en train de l'analyser et qu'on a vu tout ça. Mais à part des gens qui sont très habitués, tu montres ça à un public lambda, il va rire devant les blagues, mais il va pas analyser, il va pas se dire que ça parle de ça, alors que c'est quand même l'idée, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, le film est censé parler de ça parce qu'il a pas grand chose d'autre pour lui, quoi. Moi, ce que je me demande, si ça va pas devenir une franchise. Parce que comme on l'a dit, c'est une série de livres, il y a au moins 6 ou 7 tomes, et je me demande si là, ils ont pas un peu posé l'univers vite fait, raconté des petites histoires anecdotiques, mais qu'en fait, le principe, c'est de voir aussi si les personnages, ils fonctionnent auprès du public et pour éventuellement en faire d'autres. C'est ça, on se demande si c'est pas une série avortée ou si c'est un préquel à quelque chose, ou s'ils ont des ambitions pour ce truc, parce que on sent qu'il y a des choses, hein, parce que l'ours polaire, voilà, le père absent, on se dit mais pourquoi ils en parlent pas? C'est quand même, il y a beaucoup de choses à développer et on n'en parle pas exprès. Et je trouve qu'il y a un rythme qui est une lenteur, mais c'est mal rythmé. Je trouve que, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le scénario. Je trouve que les sketchs sont bons sur le papier. Je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses sur le papier. Et d'ailleurs, c'est un bon scénariste, hein. On a cité ses références avant. C'est un bon scénariste, le gars. Et en plus, il l'a fait en plus avec l'auteur. Donc, sur le papier, c'est vachement bien. Et il y a un rythme, mais tout nul, tout moisi, tout lent, tout endormi, qui fait que ça passe complètement en travers, on n'arrive pas à s'y intéresser parce que c'est mal rythmé, ça on n'arrive pas à tomber comme il faut. Hein. Après, on peut ne pas aimer Spotlight, que je n'ai pas vu, donc je me permettrai pas, mais non, il est bien. En tout cas, là, je veux dire que là, sur le papier, je vois les sketchs, c'est-à-dire que sur les papiers, moi, je trouve que ces sketchs, j'aurais eu le scénar dans les mains, j'aurais dit, ouais, banco, on fait un film, mais je trouve que, résultat, ça donne pas ce que ça devrait donner, c'est trop mou. Alors, je t'avouerai, c'est à peu près de souvenir la même durée que Togo, voire un peu plus court. C'est passé beaucoup plus vite que Togo. Togo à la fin, moi même en ayant vu en 2 fois, ça m'a paru être une éternité. Alors je t'avouerai, moi le petit Timmy, c'est passé crème. Mais j'ai préféré Togo, tu vois. Ah ouais. Au moins les chiens sont mignons. Là, même l'ours polaire, le pauvre. Ouais, c'est vrai. Timmy, il est moins mignon que. Il a un mulet quand même. Il a un mulet. Il a rien pour lui. Hein. Mais rien que pour ça, moi ça me fait rire tout le film. Moi le gosse, il pourrait juste être là devant la caméra, ça me fait rire. Ça devrait être totalement illégal de mettre un mulet à un gosse. Ah et ouais. en plus, le beau-père, il a une sous-stache, quoi. Merde. Non, ouais, c'est très difficile. Puis le jeu d'acteur, le jeu d'enfant, les enfants, faut les diriger à la perfection, sinon c'est compliqué. Et là, c'était. Il se débrouillait bien. Oh, je trouvais que ça. Bah non, pas jouait du tout. bien. Alors pour le coup, pas du tout. C'est le personnage qui se veut peut-être tête à claque, choses comme ça, mais pour le coup, là, je trouve l'acteur plutôt très bon dans ce qu'il fait. Ouais. Tous les acteurs tous les gamins acteurs qui l'accompagnent sont vraiment aussi bons. On y croit. Ils sont tous une puissance comique qui est là. Donc ils sont un peu ce pourquoi les blagues marchent. Non, après c'est oubliable. En gros, c'est simple. Le film est sympathique mais oubliable. Et ça c'est comme Spotlight. Donc on passerait vite à autre chose, même si on a un petit peu ri. Ouais, tu le reverras pas, quoi. Ouais. L'ours polaire est bien fait. C'est ça. Ouais. Oui, parfois, pas tout le temps. À côté de La Belle et le Clochard qu'on a vu juste avant, c'est pas le même niveau. Ils avaient pas le même budget, j'ai l'impression, sur l'ours polaire. Hein. Oui, mais attends, il y avait qu'un ours polaire à faire. Là, il y avait tous les chiens. Hein. Mais c'est ce que je dis. Je dis justement que La Belle et le Clochard, c'est 1000 fois mieux fichu que l'ours polaire que j'ai pas trouvé bluffant. Oh, ça va encore. Bah, comme il parle pas, ça demande moins d'effet. Oui. Punaise, si l'ours polaire parle, mon Dieu. Dans la suite, il va parler. Après, ce qui m'a dérangé, c'était le fait qu'il ait toujours pas résolu l'affaire du sac. Ah, mais on n'a rien résolu du tout. Je crois qu'on a tu le vois, il est dans la chambre du frère, dès le début. Mais vous, moi, quand j'ai commencé à le regarder, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé la bande-annonce, mais dès le départ, je savais en fait qu'on était là pour ne pas résoudre des affaires. Enfin, je savais qu'il y aurait aucune
aucune résolution d'affaires et je savais qu'en fait on allait nous montrer les galères qui s'enchaînent pour Timmy quoi et du coup ça m'a pas dérangé plus que ça en fait qu'il y ait pas de résolution d'affaires. Puis le fait qu'il passe devant le sac au début, ça montre qu'il est nul en fait. Oui, oui, exactement. Il va rien résoudre de tout exactement. Le truc. Moi en tout cas j'aimerais résoudre ce podcast, donc nous allons avancer. Le dernier, le suivant, petit documentaire parce que Netflix, oh là là le lapsus, oh là là je vais m'auto-fouetter, je vais me flageller en ce T'es mordu Thomas. Disney+, c'est aussi des films documentaires et donc celui-là en particulier, vous allez voir sur un monde merveilleux. Cette entreprise réunit des personnes très talentueuses autour de l'héritage de Walt Disney. C'est un partenariat extraordinaire. On essaie de susciter de l'émotion dans le cœur des gens, de les faire vibrer. Coucou bébé 8. J'arrive pas à croire qu'on paye pour faire ça. On va faire de la magie. 4, 3, 2... On peut faire beaucoup de choses avec de l'imagination. Aucune journée ne se ressemble, c'est génial. Une journée à Disney, One Day at Disney, un film d'1 heure et également une petite série documentaire aussi avec des petits courts-métrages à côté. Il y en a à peu près une vingtaine, il y en a 19 je crois, qui va nous passer chaque fois, nous raconter, passer 10 minutes sur un des cast members. Les employés de Disney, cette magnifique entreprise à travers le monde, avec des animateurs télé, des animateurs de dessins animés, des décorateurs, costumiers, des vétérinaires dans les zoos, des sculpteurs, illustrateurs et autres, et leur PDG, le grand, le merveilleux Bob Iger. Alors c'est un documentaire Disney par Disney sur Disney, vous vous doutez bien que ça va être complaisant. C'est réalisé par Fritz Mitchell et c'est raconté par Sterling Cabron. Non, fait Kay Brown, pardon. Voilà. Non, tu peux l'appeler Cabron, hein, c'est bon. On salue nos auditeurs hispanophones. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce doc? Voilà, pour peu qu'il faille en penser quelque chose, hein. Bon bah moi je vais commencer. Ouais. Merci. il faut dire, ok, c'est un film fait par Disney, sur Disney, à la gloire de Disney, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà les personnalités qu'on voit au cours de ce documentaire. Parce que comme on l'a dit, on voit à chaque fois des personnes qui vont présenter leur métier dans des branches hyper variées. Donc déjà, moi je trouve ça super intéressant de base, parce que ça te montre aussi une vue d'ensemble pour les gens qui s'y connaissent pas forcément. Moi je trouve ça intéressant. Ce ne sont que des gens hyper passionnés, donc oui, ils sont face cam, oui, ils sont là pour parler à la gloire de leur boîte, on est d'accord. N'empêche que ce sont des gens souvent qui sont là littéralement de père en fils, qui sont là parfois depuis 20 ans, donc qui ont fait toute leur carrière là. On a aussi bien un mec qui s'occupe de conduire le train à vapeur de Disneyland, qui est un vrai train à vapeur, qui s'appelle Marc Gonzalez, donc qui est ingénieur de train à vapeur. On a aussi bien une femme, Grace Lee, qui s'occupe d'illustrer les livres Disney. On a une femme qui est vétérinaire. Bref, enfin ce sont que des gens hyper passionnés. Moi j'aime bien écouter les gens passionnés sur leur métier. Il se trouve que oui, c'est Disney. Oui, on nous a pas présenté les gens du service client, hein. Oui. Non mais évidemment c'est à Disney et évidemment ils disent tous que c'est le rêve de leur vie. Enfin par exemple le mec là qui travaillait pour Marvel, Ryan Menerding, qui disait que lui il s'occupait des costumes Marvel. Enfin lui clairement il vivait le rêve de sa vie. Mais c'est chouette à regarder. Donc oui ils disent Disney c'est super, c'est cool, mais je trouve que au-delà de ça, ce sont quand même des gens passionnés, qui ont des boulots passionnants, qui t'en parlent, c'est super intéressant à écouter. Il y a des métiers, tu savais même pas que c'était possible. Enfin, je veux dire, les mecs qui conduisaient des trains à vapeur, ça c'est quand même incroyable. La meuf qui s'occupait de faire un robot dans Disneyland qui est Imagineer, c'est formidable les métiers qu'ils font. Enfin, moi je trouve ça intéressant au-delà de la dimension oui, Disney c'est super, Disney c'est génial. Bah ouais, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on est obligé de rajouter ça? Et c'est là, moi, que ça me pose un énorme souci de voir ce docu. C'est que, en fait, j'ai jamais pris de plaisir à le regarder parce que j'ai trouvé ça forcé, j'ai trouvé ça scripté à souhait. Et plutôt que de poser la caméra devant des gars et de leur dire, parlez de votre métier, parce que, le fait qu'ils en parlent et le fait que ça les passionne, c'est déjà énorme et on sait qu'ils le font dans ce cadre. Ils leur ont pas demandé ça. Déjà, ils leur ont écrit un truc qu'ils ont peut-être probablement écrit avec eux quand il s'agissait des spécificités du métier. Mais surtout, ils leur ont dit, expliquez en quoi c'est grâce à Disney que vous le faites. Et c'est là que ça pose un problème. Après, ils pourraient tout à fait dire, c'est quand même génial que je bosse là parce que grâce à ça, je fais le métier que j'adore. Mais ils commencent par ça et il y en a pas un seul
seul qui ne cite pas Bob Iger. Pas un. Les mecs, ils sont tous là grâce à Bob Iger. Quand même pas. Ah, si, je t'assure, c'était fou. Pas tous ça Bob m'a fait Iger. péter un câble, hein, moi, justement. Et le pire, c'était le passage où j'ai failli arrêter, mais j'ai regardé vraiment jusqu'au bout. C'était le passage de la présentatrice télé quand elle raconte sa maladie. Où j'ai eu l'impression, mais que c'était instrumentalisé à souhait. Roberts, limite, j'ai l'impression qu'ils lui ont dit, mais vas-y, ton malade, s'il te plaît, quoi. Comme c'est une animatrice télé, elle est déjà incarnée de base et visiblement, elle a déjà son propre public. Donc je pense que son audience était déjà au courant. J'avais pas l'impression que ce soit Oh là là, mais attends, mais quand la nana te sort sort des trucs du genre personne ne m'appelait, le premier appel que j'ai sorti c'était évidemment Bob Iger parce qu'il nous aime tant. Enfin, ça suffit, quoi. Et surtout quand, Bob Iger, au bout d'un moment, on se renseigne 2 minutes, on sait pertinemment que le mec c'est un tyran énorme, hein. Donc non, ce n'est pas le gars tout gentil, tout mignon, et ils étaient pas obligés de le mettre autant en avant. Mais ça qui m'a fait chier, c'est que Bob Iger, il a vraiment hurlé que ce soit à sa gloire parce qu'il veut se refaire une image. Et moi, je l'ai ressenti tout du long parce que Bob Iger, je me suis pas mal renseigné sur lui. J'ai d'énormes grèves contre ce mec, quoi. Après, c'est un patron. Enfin, comme tous les patrons, S'il est arrivé là, c'est pas parce que c'est un bisounours. Mais en attendant, Disney, si aujourd'hui ça cartonne, c'est aussi grâce à lui. Ah oui, mais je comprends la démarche mercantile derrière, hein, je comprends aussi ça, t'inquiète pas, hein. Je comprends pourquoi ça a été fait, en fait. Après, je cautionne pas du tout le truc. Par contre, je comprends tout à fait pourquoi ça a été fait et pourquoi ça leur a semblé nécessaire. Et c'est un sacré coup de com' très intelligent. Ça, y a pas de souci là-dessus. Après, moi, je mettrais un bémol quand même. Alors, c'est vrai que le côté, le patron est génial, c'est dérangeant. Par contre, je comprends l'intérêt pour les fans de Disney parce que quand même, c'est des boulots de rêve sur des trucs très pointus du parc ou de Disney. Par exemple, dans les courts-métrages, il y a aussi un bruiteur, par exemple. On voit le bruiteur qui fait des bruits pour Pixar. Donc, c'est des trucs, quand on veut découvrir quand on est fan de Disney, en gros, comme beaucoup de personnes, enfin, les fans de Disney vont s'abonner à Disney+, de toute façon, ils vont pas écouter des émissions à côté, ils sont déjà abonnés dès le jour 1. Donc, ça, au moins, le problème se pose pas. Et je pense que c'est à eux que ça, voilà. Je pense que c'est à eux que s'adresse avant tout ce documentaire. C'est pas ceux qui pensent que c'est le mal. Ça prêche des convaincus, quoi. Voilà, ça prêche des convaincus, et donc ça montre des métiers merveilleux, et te dire que chez Disney, ces métiers-là existent, et tu n'y crois pas, c'est des jobs de rêve, eh ben les voilà. Évidemment, on ne va pas te montrer le mec qui va nettoyer le vomi des enfants derrière la machine à popcorn. Non, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai préféré en fait un documentaire comme ça, qui est sur la plateforme de Disney, par Disney, pour Disney, enfin c'est vraiment en mode, c'est eux qui font tout de A à Z, que les documentaires qui passent sur la TNT, genre M6, sur des familles qui vont à Disneyland, où là c'est une pub, j'allais dire sur le service public, sur la TNT gratuite, on va dire, une pub pour Disney, ce que ça je trouve vraiment limite. Parce que ça c'est des gens qui vont regarder ça à 20h50 et qui vont regarder, qui vont faire c'est quand même bien Disney, hein, alors que Disneyland, bon, tout n'est pas rose, quoi. Donc je préfère, comme tu dis, là je te rejoins parfaitement, ça présente des boulots de gens qui aiment bien Disney, des boulots qui sont incroyables. Donc moi ça me dérange moins dans ce cadre-là. C'est ça, et puis c'est pas les seuls à faire ce genre de truc, on sait que Netflix aime bien faire des documentaires du genre les grands studios de l'animation, en ne montrant que des studios d'animation Netflix, qui sont pas franchement les meilleurs qui soient. Donc bon, au moins la couleur est annoncée. Voilà, quand on voit ça, on sait. Oui, on sait, on est sur Voilà. Disney+, tu regardes un documentaire sur Disney, sur des gens qui travaillent à Disney. Enfin, je veux dire, à quoi tu t'attends? Tu t'attends vraiment à ce qu'ils montrent des coulisses en mode, mais c'est horrible, on souffre. Et pour le coup, Bob Iger, c'est un gros con. s'il y a bien une entreprise où je veux croire que les gens qui font ce genre de métier, ils sont vraiment hyper contents d'être là, bah c'est Disney. Moi, enfin, les gens qui font leur truc, je me dis, bah ouais, ils font leur boulot dans une des entreprises les plus profitables du monde. Ouais, tu m'étonnes que c'est cool, quoi. J'imagine le même doc par Élise Lucet. Après, tu te rappelles de la pub Canal avec l'ours qui réalise là, où il y a une scène où il balance des trucs, il fait I don't give a shit. Tu imagines ça, exactement. Une réunion avec Bob Iger où le mec il hurle sur tout le monde, il insulte tout le monde. Ben non, l'ours s'est calmé, il bosse pour Disney maintenant, on l'a vu. Ouais, c'est ça. Après, à regarder, oui, avec un regard critique, mais ça reste intéressant. Et pour moi, si vous avez Disney+, c'est typiquement le genre de contenu, je pense qu'il faut regarder. Moi, c'est la première chose que j'ai regardée avant La Belle et le Clochard, avant Togo, avant tout ça. Moi, c'est ce documentaire-là. Parce que moi, si je me suis abonnée à Disney+, c'est aussi pour ce genre de contenu. C'est pour voir les contenus un peu coulisses. Même si c'est probablement sélectionné, etc., pour ne pas te montrer l'horreur. Et il paraît qu'il va y avoir ensuite des séries qui montrent justement les trucs où ça se passe mal. Je pense à notamment Il était une fois les Imagineers, sur ceux qui ont construit Disneyland. Là, ils montrent toutes les merdes apparemment qu'il y a eu, donc ça, je regarderai aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est un contenu intéressant. Cauchemar au château. Ça vaut le coup d'œil pour la chemise du dessinateur. Eric Goldberg. Jaune fluo, Mickey. Alors là,
bah, rien que pour ça vaut le coup. Mais lui, il vit sa meilleure vie. Il est au top, lui. Ça se voyait, ouais. Et en plus, après, en gros, quand j'ai commencé le film, avec la scène de la réunion, au début, je croyais m'être trompé et avoir mis The Office. Parce que ça faisait vraiment Steve Carell qui faisait tout se passe bien avec les gros pouces en haut, en l'air. Au début, j'ai ouais. Mais en vrai, ça faisait un peu propagande, je l'avais dit ce matin aussi, sur le Discord. Propagande dans la mesure où il y avait toujours une phrase qui revenait régulièrement, c'était l'idée du rêve. En vraiment, c'est des sujets super intéressants, des personnages super intéressants, mais comme disait Thierry, c'était quasiment pas développé. On parlait vraiment de l'idée que ça permettait en gros, c'est pour montrer des choses bien, démontrer des choses bien pensantes, c'était important de faire ça, comme ça, mais c'était le même discours pour chaque personne, et ça, c'est dommage. Et aussi, ce qui m'a inquiété, c'était cette aisance de parler de la ABC, du fait qu'ils contrôlent énormément de médias. Non, de médias, voilà. De montrer leur hégémonie de façon aussi tranquille. Et c'est le seul truc qui m'a dérangé. Mais j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur le sculpteur, par exemple, qui permettait vraiment de développer le chara design des personnages. Et vraiment, c'est dommage. Oui, après, il faut voir si... Moi, j'ai pas encore regardé les épisodes individuels. Je sais pas si ça développe un peu plus ou pas. Bah, ça pourrait être intéressant. Ça reste entre 6 et 10 minutes maximum, hein. Ça reste court, hein. Parce qu'il est toujours un peu plus long que le film, je crois, parce que le film, il dure donc 1 heure pile. On nous présente quand même au moins 10 personnes, je pense. Donc, il y a moins de 6 minutes, c'est sûr par personne. Mais est-ce qu'il y a au moins 6 minutes sur Bob Iger? Bah oui, il a son épisode à lui tout seul. Ah, oui, évidemment. Bah en fait, moi j'avais commencé par regarder les petits épisodes sans avoir vu le film principal, le documentaire principal, et je me suis rendu compte que, à part si on est vraiment fan de Disney et qu'on envisage de travailler là-bas ou qu'on veut absolument tout savoir, comme moi je peux l'être par exemple de Tolkien ou des choses comme ça, moi ça m'a pas du tout intéressé, ce qui fait qu'en fait j'ai vu 5 épisodes des petits documentaires là de 6 minutes et que j'ai pas regardé le principal parce que je me suis dit bon ben voilà, et j'ai quand même démarré le documentaire et j'ai scrollé rapidement vite fait pour voir à peu près ce qu'il y avait. Je me suis dit bon ben ok, donc ça va être de la même trempe, donc c'est pas la peine quoi. Et du coup les épisodes c'est le même genre de ton? C'est ressemblant, c'est très ressemblant. Ouais, ça y ressemble. Mais c'est moins, sur le doublage, j'ai pas entendu parler du boss, quoi. Je les ai regardés en VO, donc je sais pas. On va peut-être pas s'attarder sur le doc plus que ça. Voilà, si vous êtes passionné par Disney, vous l'avez déjà vu sans qu'on vous en parle. Et pour les autres, bien, ma foi, il y a peut-être d'autres trucs à voir sur Disney+. On va passer à la question que tout le monde se pose finalement. Est-ce que vous restez abonné à Disney+? Est-ce que ça vous a convaincu? Alors, pas forcément les films, mais le contenu en général. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis, finalement, sur la plateforme après ce visionnage? Victoire, toi, tu étais déjà convaincue, donc je pense que ça n'a pas changé. Non, moi, je reste abonnée, clairement. Ne serait-ce que pour les dessins animés du matin. Et oui, pour avoir accès en illimité au contenu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a énormément de personnes dans les débats, les arguments contre Disney+, qui disent à quoi bon, alors qu'en fait, on les a déjà tous en DVD, les Disney. Pour ceux comme moi qui vivent dans un T2 à Paris, qui n'ont pas une place illimitée, ou qu'ils utilisent cet espace pour des livres, par exemple, c'est pas mal d'avoir accès au catalogue de Disney à volonté, parce que avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est hyper dur de télécharger des Disney. Il y a eu des vagues quand même où ils faisaient en sorte de supprimer tous les torrents, tous les liens qui existaient quand même, donc là je suis contente de pouvoir tout regarder légalement, facilement, sans occuper mon appart avec des Blu-ray et des DVD. Et de ne pas risquer de voir un cul. Je déteste ça, moi. Non mais voilà. J'ai vu des seins quand même, j'ai vu des seins. Je vous dirai dans les recos, ça me dégoûte. Je vous dirai. Hugo, toi du coup, comme vous êtes... j'ai pas le choix, voilà, c'est la carte en commun, donc... Voilà. Nicolas, toi qui découvrais Disney. Mais justement, pour le coup, je suis d'accord parce que ça me donne une occasion de pouvoir les regarder et de pas m'embêter à me dire faut que je télécharge le Disney, machin, truc. Là, si je veux le regarder, je fais OK, je mets ma télé et je le regarde direct. Donc ça m'enlève une certaine barrière. Et donc voilà, je pense que je vais rester abonné quelques mois parce que j'ai trouvé des choses qui m'intéressent. Après High School Musical. Ouais, par exemple. Totalement. Il faut que je regarde la série. Voilà, après je pense pas que je vais rester abonné très longtemps parce que c'est pas un catalogue qui me convient autant que Netflix. Une fois que j'aurai vu tous les Disney et toutes les petites séries, je pense que j'enlèverai l'abonnement. À moins qu'ils remettent des choses un peu incroyables. Mais je vais rester abonné quelques mois certainement. Marwan? Pareil que Nicolas, mais je pense le prendre un mois parce que j'ai plusieurs films à voir et puis il y a des dessins animés Spider-Man ou que j'aime bien ou les vieux X-Men que j'ai envie de revoir.
Donc c'est des petits trucs comme ça, mais juste pour le mois. Mais je pense pas prolonger. Et oui, parce qu'en rassemblant les catalogues Fox et Marvel, du coup, il y a les X-Men avec les Avengers. Il y a quand même pas mal de trucs, si on veut se refaire des petites sagas, des petites, même les séries Star Wars, Clone Wars, ou ce genre de trucs. Moi, j'ai jamais regardé. Il manque juste la meilleure, mais c'est bon. Il manque juste la meilleure. Qui est la série Clone Wars, mais celle qui est passée sur Clone Cartoon Wars. Networks. Voilà. Et voilà. Mais du coup, ils ont préféré mettre en avant leur truc en 3D tout pourri, là. Mais bon, bref. C'est un autre débat. Et il y a ça, tiens. Ben, moi, pour l'instant, j'ai résilié l'abonnement. Qui ne veut pas dire... Oh là là. Après 2 minutes. Tu dis ça alors que Victoire est encore en ligne, malheureuse. Merde, je l'ai perdu. Fallait pas faire de vague. Mais non, j'ai résilié l'abonnement pour l'instant parce que c'est juste pas ma préoccupation. Mais peut-être que plus tard, je me réabonnerai si jamais vraiment je veux voir quelque chose que je ne peux trouver nulle part ailleurs. Voilà. Mais sinon je me débrouille comme d'habitude, quoi. Système D, tout simplement. Hera, toi qui es abonné, est-ce que tu vas regarder ce compte-là ou est-ce que tu vas le laisser dépérir Il va dépérir le pauvre, hein. Ça va être compliqué, ouais. Je vais pas, disons que j'ai pas touché à un seul truc là de Disney depuis qu'on s'est inscrit dessus. Je me suis promis de regarder des classiques que j'avais pas vus de type Lilo et Stitch, mais voilà. C'est pour regarder ça, désabonne-toi. Oh la violence. Mais ça c'est parce que Victoire, la seule scène qu'elle aime dans Lilo et Stitch, c'est quand ils foutent Lilo dans une machine à laver et vu qu'ils l'ont retiré. Est-ce que tu pourrais ne pas me spoiler Ne me spoil pas Lilo et Stitch. Non mais voilà, regardez peut-être un ou deux classiques, mais ça ira pas plus loin parce que, encore une fois, je ne vois aucun intérêt à cette plateforme, quoi. Ouais. Thierry ? En fait, je rajouterais même, excuse-moi Thomas, je rajouterais même que ce qui m'embête, c'est justement le fait qu'ils ne proposent que du Disney. Le seul intérêt, comme on l'a vu potentiellement, c'est du National Geographic dessus, mais le fait de manquer d'ouverture à ce point-là et de me coltiner un univers de pseudo-fées avec Love Light Unicorns, là, c'est pas possible. Il y a aussi le catalogue Fox, il y a aussi, même si c'est pas nommé Fox, mais il y a aussi ce catalogue-là. Il y a les Âges de glace, par exemple. Ouais, ok, il y a l'Âge de glace. Il y a les Simpsons aussi, c'est pas très fait. Voilà, il y a Anastasia qui n'est pas Disney à l'origine. Ouais, ça peut avoir éventuellement de l'intérêt, mais pas au point de payer un abonnement, faut pas déconner. Anastasia, ça aurait pu être Disney s'ils avaient pas viré Don Bluth comme un malpropre. Et toi, Thierry, alors ? Il a eu un coup de chance avec Anastasia, objectivement. Il a fait l'excellent les autres Taram, films d'animation qu'il a fait étaient nuls. Brisby et le secret de Nîmes, c'est nul. Fievel, c'est nul. Oula là. Pousselina. Yubi, le petit pingouin. Pousselina, ça pète sa race. Le mec, il a Taram et le chaudron magique, il a Brisby et le secret de Nîmes. Ne serait-ce que pour ça, il sera au Panthéon. Taram dispo sur Disney. Ouais. Thierry, alors non, moi je vais me désabonner évidemment puisque j'attendais de toute façon la confirmation que tu n'avais plus rien à voir sur le compte d'ici le moment où j'allais passer l'offre d'essai. Mais évidemment, c'est pas forcément que pour les contenus, c'est plus pour des raisons personnelles. Je vais pas non plus rentrer dans tous les détails. Mais moi j'ai un souci avec cette plateforme, ne serait-ce que par même leur méthode dont ils ont communiqué dessus. Moi, faut quand même savoir que j'ai allumé ma télé et quand j'ai allumé ma télé, j'ai reçu une notification dessus qui m'a dit votre application Disney+ est bel et bien téléchargée, vous n'avez plus qu'à la lancer. Littéralement. Et ça, je peux pas. J'ai des potes qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont envoyé des captures d'écran, ils ont reçu des trucs en leur disant vous étiez abonné Canal+ avant, par défaut nous vous avons créé un compte Disney+ qui sera gratuit pendant une semaine, n'hésitez pas à aller vous connecter. Je dis mais c'est quoi ces méthodes alors? Enfin ça c'est la faute de Canal, je suis désolée mais là c'est une méthode Canal. C'est pas la méthode Canal, c'est Disney+ qui disait vu que vous étiez abonné avant, on vous a fait un compte Disney+, pas Canal. Oui mais là Canal ça, est complètement la vente de données, complice. ça, c'est la vente de données certes, mais on n'est pas obligé de faire ça pour autant. Ils ont quand même une technique de s'inscrire en fait, leur technique c'est juste de dire maintenant qu'on est là, vous savez que vous nous voulez. Ça me dérange un petit peu. Et moi j'ai un gros problème avec Disney en général, c'est que Disney quand j'étais petit, c'était symbole de un merveilleux dessin animé qui allait arriver tous les ans devant lequel j'allais m'extasier, et c'est encore le cas sur certains qui sortent, que j'aime pas tout ce qu'ils font. On avait vu La Reine des Neiges. La Ferme se rebelle. La Ferme se rebelle, par exemple, oui, évidemment. Milo sur Mars. Mais voilà, quand il y avait un truc comme Vaiana qui était sorti, je retrouvais l'esprit que j'aimais bien. J'ai pas de souci avec ça. L'esprit, je le retrouve plus chez Pixar. Mais en termes de classiques d'animation qui sortent de temps en temps et qui font partie de leur véritable carcan tel que moi je l'imaginais, ça me pose pas de problème. Le fait que ça y soit, d'ailleurs, c'est très bien. C'est logique. Mais là, voilà, la technique, même si je sais que c'est une technique commerciale, que ça aurait pu être n'importe quelle autre boîte, mais le fait qu'ils rachètent tout
non pas pour s'approprier des catalogues, mais pour les remanier, puisque quand même quand on sait que certains films comme les Die Hard par exemple ne seront pas mis sur Disney+ et seront sûrement mis sur ils seront sûrement mis sur Hulu, mais surtout ils vont les supprimer peu à peu pour les remaker, parce que l'idée en fait d'acquérir tout ce catalogue là, ils ont déjà lancé plein de remakes, c'est de remaker plein de trucs pour les mettre ultra lisses à la sauce du jour, et surtout pour que les gens, la génération future dans 10-20 ans, quand on leur dira Retour vers le futur, elle pensera au Retour vers le futur de 2025. Mais ça, c'est pas seulement l'apanage de Disney. Qu'est-ce que Spielberg est en train de faire avec West Side Story, par exemple? Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même une vague dans le cinéma qui est complètement globale. C'est pas seulement Disney. Non, je suis pas d'accord. Il y a une différence entre faire un remake d'un film quand t'es cinéaste et acheter un catalogue de 500 films de 10, on va tous les refaire, parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais ce sont leurs films. Mais ce sont leurs films, et tous les films les films des catalogues qu'ils achètent, peu importe que ce soit leur film, ça me dérange. Un cinéaste qui a envie d'apporter sa vision sur un film, Spielberg, il a pas dit qu'il allait faire 40 remakes, il en fait un. Pourquoi pas? Tu vois, ça me dérange absolument pas. Mais là, il y a quand même un côté, c'est comme les Universal Monsters, c'est comme plein de trucs. Mais là, les mecs, ils rachètent un catalogue, on a 1000 films. S'ils ont les thunes et que ça marche, ils vont refaire 1000 films. Et ils vont refaire 1000 films qui seront moins bons, qui seront juste bien marketés comme il faut, juste pour dire, maintenant, quand vous penserez à ce film-là, vous penserez à celui-là. Vous aurez même oublié que c'est un remake. Et c'est ça leur but, en fait, c'est de faire disparaître des trucs pour que tout soit estampillé sur leur nom. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça, mais je suis pas au courant pour tout le monde, et eux, je le sais, et eux, ça me dérange parce que, il y a beaucoup de films qui sont déjà sortis, qui me plaisent absolument pas, et je trouve qu'ils sont en train de se perdre énormément sur leur film live, que ça perd énormément de saveur. Et voilà. Mais c'est pour ça, c'est personnel. Moi, en gardant un abonnement à cette plateforme, je me sentirais complice de ça, mais je n'accuse personne qui garde cette plateforme de l'être, évidemment. C'est mon problème perso avec eux. Et si toi tu veux la garder, j'ai évidemment aucun souci avec ça. Et au contraire, si tu t'éclates et qu'on parle de films de temps en temps, j'ai pas de problème avec ça. Heureusement. Moi, je me suis régalé quand même pendant cette semaine à fouiller dans le catalogue, aller chercher des trucs complètement improbables. Je suis tombé, par exemple, c'est pas Marocco, mais je dis que ça existe. Il y avait une collaboration entre Walt Disney et Salvador Dali, par exemple. Vous le saviez, ça? Oui. Ben voilà, c'est un truc, et ça donnait, ça donnait un film en 2003, fait 40 ans ou 50 ans après, donc voilà, c'est des courts-métrages, des machins, moi j'aime bien chercher dans les pépites. Alors après, oui, au bout d'un moment, je me lasserai, donc je sais pas si après l'offre d'essai, je vais continuer, je ne crois pas tout de suite, d'autant que j'ai vu le Mandalorian déjà, je vais attendre un peu. Comment ça, tu l'as vu déjà, Thomas? Mais par quel biais, voyons? C'est l'oncle américain. C'est ça, j'ai un oncle américain, c'est ça. J'ai un oncle américain. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est que ça aurait été un package Disney Plus Hulu, tu vois. Ça m'aurait branché, quoi. À voir quand Hulu sera disponible en France. C'est ça. Peut-être qu'on aura une offre groupée. Bon, là, il y a l'équivalent. Il y a l'équivalent avec les offres Canal, visiblement. Bon, voilà. Bon, si on a du pognon, on peut s'acheter les packages Canal avec Disney Plus dedans. Bon, je verrai si un jour, ou sinon je gruge, je prends une carte moins de 25 ans. Pour avoir une réduction. Ouais, alors toi qui est pas très content du fait que des fois tu passes des soirées, justement à chercher le film que tu dois mater parce que justement tu sais pas quoi, là ça va être l'horreur, ouais. Ça c'est ça le gros problème des packages. Alors c'est très bien d'avoir énormément de choix, mais c'est clair que on va passer nos soirées à se demander ce qu'on va regarder et à plus rien regarder. C'est ça, je pense que ça va être l'enfer. Bon, Disney+, voilà, donc je m'abonnerai pas tout de suite. J'espère qu'ils seront encore debout financièrement quand je me réabonnerai, parce qu'ils vont pas très bien en ce moment, mais ça c'est encore autre chose. Ils ont refait un prêt de 5 milliards là, parce que le Covid, ça leur fait du mal, parce que les films sortent plus au Cinoche, les parcs sont fermés, et ils peuvent pas vendre de produits dérivés. Donc pour Disney, en fait, ça va pas super bien, tu vois. On verra où ça en est dans le futur. On a fait le tour de tout le monde, c'est bon? On peut passer aux recos? Ouais. Allez, c'est parti, c'est l'heure des recos. Donc les recos, je vous le rappelle, on va très vite. Maximum une sur la plateforme et une à l'extérieur. Et on commence par les invités. Nico, allez. Du coup, moi, en reco Disney, du coup, je disais les séries Star Wars, parce qu'en tant que grand fan de Star Wars, voilà, c'est agréable d'avoir accès à ces séries. Et en série ailleurs, du coup, sur Amazon Prime, The Expanse, super série de science-fiction. Oh oui, très bien. Victoire et Hugo. Moi, la bande à Picsou. Je pense que c'est sur Disney+, ouais. Mais le remake, on a traité beaucoup les remakes là, mais alors la nouvelle série est vraiment bien. Et je trouve que pour le coup, il y a des vannes pas justement qui font pas vannes de daron en mode vous avez vu les parents, vous allez comprendre, mais justement des vannes qui font rire tout le monde et vraiment bien doublées, enfin super musique, tout au top.
Attention, on va faire plaisir à Yassa. C'est bien la nouvelle version de la série où c'est David Tennant qui fait la voix de Picsou, non? Oui. Ouais, tout à fait. Oui. Cool. Oui, non mais... Il y a un cast de malades en plus. Est-ce que tu as une reco hors Disney sinon? C'est pas obligé, hein. S'il y en a pas, il y en a pas. Bah non, je vais laisser Victoire, on va avancer. Ah, Victoire. Alors, tu m'as piqué ma reco, Hugo, parce que moi aussi je voulais recommander la bande à Picsou. Mais du coup, je vais recommander la série qui s'appelle Encore sur Disney+. Je crois qu'il y a un autre nom en français, mais c'est présenté par Kristen Bell. Et en fait, c'est une espèce de série télé-réalité où en fait, dans chaque épisode, ils reprennent une bande d'adultes qui étaient ensemble au lycée et qui au lycée avaient monté une comédie musicale. Et donc là, du coup, ils ont 5 jours pour remonter leur comédie musicale. Et parfois, ça fait des années qu'ils se sont pas vus. Et c'est à la fois très drôle, souvent dépend des gens. Et assez triste, voire même cruel, parce qu'il y en a qui clairement ont vécu le meilleur moment de leur vie au lycée et qui ne le vivent plus aujourd'hui. Le tout sur des chansons de comédie musicale. Donc le premier épisode c'est sur la comédie musicale Annie, le deuxième c'est sur La Belle et la Bête. Il y a la Mélodie du Bonheur ensuite. Voilà, donc pour les fans de comédie musicale et d'histoire vraie, on va dire, c'est pas mal à regarder. Mais par contre ne regardez pas pour Kristen Bell parce qu'en fait on la voit pas. Oh merde. Ouais, c'est vrai. Y a ça. Pour ce qui est des recos Disney, c'est peut-être pas forcément une recommandation, mais c'est plutôt un plaisir coupable. Je m'étais lancée dans High School Musical, The Series. Voilà. je voulais regarder le premier épisode pour voir ce que c'était. Et ben finalement, je me suis fait les 4 épisodes qui sont disponibles là pour l'instant. J'ai pas pu m'arrêter, j'ai tout enchaîné. Ça n'a absolument rien à voir avec les films. Le seul point commun, c'est que ça se passe dans le lycée où ça a été tourné. Puis une prof de théâtre décide de faire une comédie musicale basée sur les films. Et on a les protagonistes, voilà, qui évoluent au fur et à mesure. J'étais pas du tout emballée dans les premières minutes du premier épisode. Je l'ai assez vite jugé. Et puis finalement, je me suis laissée prendre au jeu. ça m'a plu. Faut dire que High School Musical, c'est quand même un de mes plaisirs coupables, vraiment. Donc voilà quoi, je retrouve un petit peu cette petite ambiance de lycée et de musique qu'il y avait à l'époque. Sinon, pour la deuxième reco, ça serait une reco Netflix. C'est une télé-réalité qui s'appelle Terrace House, qui est une télé-réalité japonaise. Voilà, donc le principe est simple, 3 femmes, 3 hommes qui se retrouvent à vivre dans une même maison, avec un petit avantage, enfin une petite différence en tout cas par rapport à ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'ils conservent leur boulot. Les protagonistes rentrent dans la maison avec un objectif qui est plus ou moins de trouver quelqu'un, mais c'est pas forcément nécessaire. Et en fait, cette télé-réalité est tournée vraiment de manière assez brute. Dit bref, pas brutale, mais brute. Oui, pardon. Ok. Donc voilà, Terrace House, c'est chouette. Allez voir. C'est sur Netflix. Merci. Hera? Non, j'ai rien. Ok, comme ça ira encore plus vite. Marwan? Alors je vais encore faire du hors-piste, et ça c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai passé la plupart de mon temps sur Final Fantasy VII Remake, et qui est vraiment très bien, très beau. Et alors là, c'est vraiment nostalgie, le Madeleine de Proust, tout ce que vous voulez, c'était assez incroyable. Et pour essayer d'être en connexion avec ce qu'on a fait, enfin Final Fantasy c'est un peu Square Enix, et Square Enix fait une série de jeux avec Disney qui s'appelle Kingdom Hearts. Donc voilà. Oui. Voilà. Thierry. Alors moi je me suis amusé à je savais que de toute façon si je le disais pas t'allais vouloir que j'en parle. Je me suis quand même amusé à fouiller, et quand j'ai vu ce magnifique message où ils marquent justement en dessous de leur synopsis là, ce film vous est montré tel qu'il a été filmé, et il y a des représentations culturelles obsolètes, je suis tombé sur un truc qui s'appelle les aventures de Pot-au-Feu. Et j'ai regardé parce qu'en fait, vu qu'ils expliquaient que le chien s'appelait Mangeur de biscuits, et que, en gros, la photo, c'était un petit noir qui tenait le truc, j'ai fait putain, si le petit noir c'est Pot-au-Feu, je me marre pendant tout le film. Et finalement, non. Il n'est absolument pas fait mention d'un personnage qui s'appelle Pot-au-Feu. Personne ne fait de Pot-au-Feu. Je ne sais pas pourquoi ce film s'appelle comme ça, puis qu'il s'appelle The Biscuit Eater en anglais, et on l'appelle comme ça parce que le chien mange des biscuits. C'est tout. Et c'est très nul. Voilà, je voulais voir un truc raciste. Mais du coup, en vrai reco, j'ai regardé plein de trucs avec Donald. Donc j'ai regardé les Mister Mask, ce qui est quand même super cool. J'ai regardé 13 Caballeros, que j'avais beaucoup aimé. C'est un dessin animé de 46 qui était l'un des premiers avec Mélodie du Sud à inclure des personnages animés sur des fonds réels.
Alors c'est pas très bien fait, on n'est pas au niveau de Mary Poppins ou ce genre de truc, mais c'est très sympa. Et en réalité c'était un film de propagande qui incitait les pays d'Amérique du Sud à rejoindre les États-Unis pour la guerre. Bon, on a ce qu'on mérite. Et en reco extérieur, j'ai découvert ça cette semaine. J'avais envie de me mater un John Carpenter et j'ai maté son premier film Dark Star que je n'avais jamais vu et c'est vachement bien. Donc si vous avez l'occasion, c'est une comédie dans l'espace en gros sur un vaisseau qui est perdu depuis 20 ans, qui a des missions et ils commencent tous à péter des câbles parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là et ça part totalement en vrille. C'est très très drôle et voilà, c'est de l'absurde de situation, c'est vachement bien, ça a pas tant vieilli. Ok, alors moi j'ai beaucoup trop de recos cette semaine, je suis très ennuyé, donc je vais faire très 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 vite. Alors déjà, celle pour déconner, si je voulais troller, j'aurais dit Le Loup et le Chien de La Fontaine pour La Belle et le Clochard, voilà, ça c'est le taquet gratuit. Non mais alors sinon ouais, sur la plateforme il y a plein de trucs que j'ai vus. J'avais bien aimé le doc avec Jeff Goldblum là qui est mis en promo, mais comme il est mis en promo c'est pas la peine que j'en parle parce que il est mis en avant, donc vous irez le voir vous-même. Moi j'ai trouvé ça très fun. On et le regarde très bien. aussi, c'est super bien. Voilà, et c'est National Geographic. c'est ça. J'ai regardé dessus ou bouffe des glaces. Voilà, moi je les ai tous vus, je me suis régalé, mais comme il est mis en avant, j'aime pas envie d'appuyer sur celui-là. Moi je parlerai de Mickey dans des courts-métrages. Voilà, c'est un truc de 2013 jusqu'à 2018 me semble-t-il. C'est dirigé par Paul Rudisch, voilà, et c'est vachement moderne, c'est vachement dynamique. Il y a des trucs, j'ai vu Mickey à poil, j'ai vu Mickey rôter, j'ai vu des trucs. Son poisson rouge s'appelle Goebbels, j'ai pas compris. Alors avec un U, d'accord, mais c'est-à-dire qu'on parle du lissage de Disney, j'ai pas compris cette série, donc je trouve ça génial pour ça. Bah, c'est une série qui revient justement aux origines de Mickey avant qu'il soit utilisé comme l'image de la boîte et qu'il soit parfait en fait. Et donc j'adore ce truc. Et Paul Rudisch, pourquoi j'en parle? Parce que ce mec-là, alors il a été réel sur le laboratoire de Dexter, hein, notamment dans les trucs sympas, et il a bossé au scénar d'un certain Star Wars Clone Wars, le dessin animé de 2003, dirigé par Genndy Tartakovsky, voilà, qui était le dessin animé qui passait sur Cartoon Network, celui qui était en petite pastille de 2 à 5 minutes, je me souviens plus très bien, c'était il y a tellement longtemps, et qui faisait la liaison entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et voilà, et c'était un dessin animé super bien, super dynamique, où tu voyais pourquoi est-ce que les Jedi étaient respectés, pourquoi est-ce que tout le monde respectait Mace Windu, et pas seulement parce qu'il était joué par Samuel L. Jackson. Donc voilà, plein de trucs bien. Et donc ma reco hors du truc, j'ai beaucoup trop de recos, c'est terrible. Donc je ne parlerai pas de Parlement parce que tout le monde en parle, c'est la série en ce moment sur France 2, donc tout le monde en parle, j'en parlerai pas. Je parlerai d'un truc sur Arte, parce qu'on a parlé d'Arte il y a pas longtemps et qu'on va s'adresser aux cinéphiles. C'est un documentaire, ça s'appelle Kubrick par Kubrick. C'est un doc du 60 minutes réalisé à partir d'entretiens de Stanley Kubrick qu'il a accordé au critique cinéma français Michel Simon. C'est génial parce que ses interviews sont très très rares, donc là on a sa voix à lui qui parle de son œuvre et pour les cinéphiles c'est un bijou. Voilà. Ah tiens, je le regarderai. Voilà. Si vous aimez Stanley Kubrick, je sais qu'il est pas très connu, c'est un petit réal, voilà, c'est passionnant. On parlait des recos, c'est l'heure de l'auto-reco, maintenant c'est l'auto-promo. Chers invités, où peut-on vous retrouver en dehors de la merveilleuse émission Certains l'aiment au chaud? Victoire. Maman, vous pouvez me retrouver sur Adapte-moi si tu peux, qui est sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez aussi m'écouter de temps en temps sur Chronique Disney, donc qui est aussi un podcast sur Disney et qui est aussi un site internet avec des critiques de films notamment et du parc Disneyland. Voilà. Cool. Hugo, toi aussi tu es sur Adapte-moi si tu peux. Oui, je fais quelques épisodes de temps en temps. Et vous pouvez me retrouver aussi sur certains épisodes de Sky is the Limit, donc un podcast sur le whisky où on parle de certains whiskies, des news, de ce qui se fait. Avec Julien aussi, qu'on avait reçu précédemment, c'est ça? Oui, tout à fait. Nicolas. Et moi, vous pouvez me retrouver dans le podcast Selkie, donc un podcast qui parle de séries entre potes, avec des invités, avec des petits jeux, et voilà, dispo sur toutes les plateformes de podcast et sur Twitter. Merci à toi Nicolas. Merci beaucoup. Merci Victoire. Merci beaucoup à vous. Merci Hugo. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir reçus tous les trois. Merci aussi à l'équipe. Merci Hera. Merci Thomas. Merci Yassa. Merci Thomas. On est super nombreux, dis donc. Merci Marwan. Merci mon capitaine. Et merci Thierry, bien sûr. Ouais, merci camarade. C'était pas trop dur de parler Disney pendant 2 heures? C'était absolument affreux, mais c'était quand même sympa, les gens étaient gentils. Fais gaffe. Je sais.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle plateforme. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes et les prochaines sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour les écouter dès leur sortie. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Salut. Ben voilà, ça y est, et on a coupe. fini.